10h midi, mettez-vous d'accord. Bonjour à toutes, bonjour à tous, très heureux de vous retrouver sur Sud Radio. On est ensemble jusqu'à midi pour échanger, pour discuter, pour débattre. Bien sûr, vous connaissez la ligne directe, c'est le 0826 300 300. Venez participer, vous le savez, Sud Radio, c'est chez vous et c'est l'ami Manu qui vous attend au standard, notamment pour débattre des sujets dont on va parler. Le premier notamment concerne une femme politique, elle s'appelle Marine Tondelier, c'est la chef des écologistes et elle a fait une petite apparition médiatique il y a quelques heures pour annoncer une bonne nouvelle, en tout cas on la félicite. Elle est enceinte, Marine Tondelier, ça n'a pas été un événement de vie des plus simples et des plus faciles, un parcours chaotique après un deuxième enfant, des fives, beaucoup de traitements, etc. Et elle l'annonce, elle a fait des plateaux télé, elle a fait une grande interview dans la presse écrite. En réalité, qu'est-ce qu'on dit dans ces situations-là? Bravo Marine Tondelier de prendre la parole dans des situations comme celle-ci, ou alors l'annonce de la grossesse dans les médias. Est-ce de la communication de trop? Vous avez un avis dessus, 0826 300 300. Et puis, amis auditeurs, est-ce que vous en avez ras la couenne? Ras la couenne, c'est l'expression employée par l'ancien Premier ministre Édouard Philippe dans une interview hier. Il a assuré que les Français, nous, vous, amis auditeurs, en avez ras-le-bol de la politique, ras la couenne. Est-ce qu'il a raison, Édouard Philippe, quand il emploie cette expression, ou au contraire, il se trompe? Les Français adorent la politique. Ils adorent la politique, ils sont passionnés par la politique. Le problème, ce sont les représentants politiques. Ils n'en peuvent plus des partis, ils n'en peuvent plus d'Édouard Philippe, ils n'en peuvent plus de la Macronie en général. Vous avez des éléments de réponse, vous avez envie de venir discuter avec nous. 0826 300 300. Et ça, tous ces éléments de discussion, tous ces débats, ce sera après le débat de Gilles Gansman. Bonjour mon cher Gilles. Oui, après le zapping, si je vous dis que ça a fait 4 millions hier sur France 2, vous pensez à qui? L'annonce de Céline Dion. 4 millions, l'audience est folle. 4 millions pour l'annonce de Céline Dion. Peut-être vous irez là où elle ira, c'est-à-dire à Bercy. Les places vont bientôt être en vente. Alors est-ce que vous êtes prêt à payer 300 €? Est-ce que c'est un événement Céline Dion? Ça sera dans le zapping. Et puis je vous parlerai aussi de ces maires du Rassemblement National qui ont décidé d'enlever de leur fronton, de leur mairie, le drapeau ukrainien et le drapeau européen. Est-ce que vous êtes pour ou contre? Est-ce que le drapeau français doit être que le seul drapeau sur nos mairies? 0826 300 300, ça sera à 10h30. Bien sûr, évidemment, pour le zapping avec Gilles Gansman, mais pour le moment, 10h05. Et comme à chaque fois en début d'émission, c'est l'heure de Félix Mathieu. Sud Radio, le 10h midi, mettez-vous d'accord. Le roi du Grand 8. C'est exactement ça. Oui, je monte dans le manège, attention, la tête à l'envers. Oh là là. Oh là là. Mais quelle ambition, Félix Mathieu, ce matin. Vous allez bien, mon cher Félix? Fort bien, super. C'est quoi le problème ce matin? L'inflation qui touche absolument tous les secteurs, y compris les parcs d'attractions. Les prix qui, c'est vrai, ont quand même énormément augmenté, grimpé ces dernières années. Oui, les attractions touchées de plein fouet par les hausses des prix de l'énergie. On l'imagine effectivement, faire tourner tous ces manèges, ça doit demander quand même pas mal d'électricité et ça se répercute à un moment ou à un autre. On a aussi les renouvellements des attractions. Faut en faire des nouvelles, on l'a vu récemment et forcément tout ça, ça a un coût. Si on prend l'évolution du prix du billet enfant pour une journée depuis 2023, on est sur du plus 16% en 3-4 ans pour le parc Astérix, 59 €, plus 11,5% pour Disneyland, 136 €, plus 15% pour Europa Park ou pour le Futuroscope, 56,50 € pour l'un, 54 € pour l'autre. Bref, la tendance est plutôt à la hausse, une hausse claire et nette à 2 chiffres sur 3-4 ans, quels que soient les parcs, à en croire ce comparatif établi par Parcs et Loisirs Magazine. Et si on laisse de côté, Disneyland, qui est un peu particulier, c'est quand même d'envergure internationale, très très connu, c'est donc aussi plus cher naturellement que les autres. Les autres, ils se situent, on va dire, sur une fourchette qui va d'une bonne quarantaine à une bonne soixantaine d'euros par enfant pour la journée. Et puis, la question que j'imagine beaucoup d'auditeurs se posent en nous écoutant, c'est est-ce que ces hausses vont continuer au risque de devenir inaccessibles pour les plus modestes, donc pour les classes moyennes qui aiment bien venir avec leurs enfants? Oui, ça sera ça la question. Alors, une bonne nouvelle quand même, mais en demi-teinte. Cette hausse s'est stabilisée l'année dernière, nous dit Parcs et Loisirs Magazine. On sera avec le rédacteur en chef dans un instant. Ça s'est stabilisé. Ça veut dire quand même que les tarifs ont continué quand même à plutôt augmenter l'année dernière, mais moins que les années d'avant a priori. Pour autant, ça pourrait vite repartir sur des hausses assez nettes, puisque les parcs ont tendance, on le voit, à investir de plus en plus dans des attractions, dans des hôtels, et les hausses de prix n'ont pas fait chuter la fréquentation jusqu'ici. C'est un peu,
on en parle sur d'autres secteurs, comme sur les concerts, on dit toujours que c'est de plus en plus cher, mais bon, les salles ne désemplissent pas. On va voir. Les salles, oui, ça dépend de qui on va voir. Mais a priori, les salles ne désemplissent pas, donc c'est qu'il y a une demande. Voilà, les usages évoluent. Exemple emblématique, bon, évidemment, de Disneyland Paris qui vient d'ouvrir la nouvelle attraction dédiée à la Reine des Neiges. Mais appelez-nous également si vous avez, par exemple, vous aviez le réflexe d'emmener plutôt, je sais pas, 1 ou 2 fois par an, par exemple, ou en vacances, faire un détour par un parc d'attractions, et ça vous paraît de plus en plus cher. Ce n'est pas d'ailleurs qu'une sensation, ça ne vous apparaît pas, c'est de plus en plus cher. Ça fait partie des loisirs que vous ne pouvez plus vous offrir. Ça se passe au 0826 300 300. Et pour parler de ce sujet, avec vous, Félix Mathieu, et avec vous, Gilles Gansman, on est avec Maxime Guény, qui est le directeur de la publication et le rédacteur en chef de Parcs et Loisirs Magazine. Bonjour. Bonjour, merci pour votre invitation. Merci beaucoup d'être avec nous ce matin. Ça va devenir un produit de luxe, les parcs d'attractions ? Non, on entend beaucoup que les parcs deviennent inabordables, mais en réalité, il faut surtout profondément changer le modèle, parce qu'il y a encore 15 ou 20 ans, un parc d'attractions, c'était une sortie à la journée, assez simple, assez standardisée. Aujourd'hui, on est sur quelque chose de complètement différent. Ce sont devenus de véritables lieux d'expérience, presque des destinations touristiques à part entière. Et forcément, ça change tout dans la perception des prix. Mais après, dans les parcs d'attractions, là, on a donné, on va dire, seulement le prix des entrées, le prix des billets, mais vous parliez d'expérience, ça veut dire qu'il y a aussi tout ce qu'on peut acheter, et on sait à quel point les enfants ne sont quand même pas ceux qui vous garantissent, on va dire, l'abri de la carte bancaire. C'est éventuellement les restaurants, les boissons, les sucreries, les suppléments, les peluches, les jouets, c'est-à-dire que la journée revient très vite, quasiment à des centaines d'euros, assez facilement, j'entends. Vous avez raison, oui, les prix ont augmenté, c'est indéniable. Mais ce qui est intéressant, c'est de regarder la dynamique. On sort de plusieurs années de hausse assez fortes, notamment après le Covid, où les parcs ont dû investir, se relancer, absorber des coûts énormes. Et aujourd'hui, en 2026, on voit plutôt une stabilisation. On est sur des hausses plus modérées de l'ordre de 1 à plus 5%. Mais on reste sur un niveau élevé, ça c'est vrai. Et surtout, il faut bien comprendre, ce n'est pas qu'un phénomène isolé. Toute l'industrie a évolué dans le même sens. Quand vous regardez Europa Park autour des 70 €, Futuroscope environ 65, Parc Astérix proche de 68 €, on est sur une montée en gamme globale. Pourquoi ? Parce que, vous l'avez déjà un peu dit, les parcs ont complètement changé ce qu'ils proposent. Oui. Et aujourd'hui, vous avez des attractions extrêmement technologiques, des décors construits comme des plateaux de cinéma et des spectacles dignes des productions internationales. Et ça a un coût. On ne paye plus un tour de manège, on paye un niveau d'expérience. Alors, le parc a 25 ans, il n'a pas payé trop cher son installation en Val-de-Marne. Il y a eu une réduction du gouvernement. On ne peut pas dire qu'ils sont en train de rentabiliser leur achat. Est-ce que vous ne trouvez pas que pour une famille qui passe 3 jours, sortir 1 500 € si vous prenez un hôtel et si vous avez 2 enfants plus les repas, franchement, 2 jours entre 1 500 ou 900 €, c'est quand même pas raisonnable pour ce que vivent en ce moment les Français, non ? Alors là, vous êtes en train de me dire que c'est devenu un loisir de riches. Disons, vraiment là, je pense qu'il faut apporter de la nuance. Aujourd'hui, il n'y a pas un marché des parcs, il y en a plusieurs. On a d'un côté des destinations premium et de l'autre des parcs accessibles, très familiaux. Je vous donne un exemple. Prenez Vulcania, en Auvergne. C'est un parc unique en Europe sur les volcans avec une vraie dimension scientifique, un coaster et un peu d'immersion. Eh ben, c'est les prix aux alentours de 27 €. Tarif enfant jusqu'à 16 ans, ce qui est exceptionnel. Donc, clairement, il y a une volonté d'accessibilité. Dans un autre registre, vous avez Hockey Choral, près de Marseille. Là, on est dans un univers western avec des spectacles de cascades, des duels, une vraie ambiance Far West. Et là, le billet est à 38 €, non daté. Donc, accessible. Oui, mais ça fait moins rêver que le Space Mountain. Bon, vous savez, ils sont là depuis plus de 60 ans, donc ça veut dire qu'il y a un intérêt, tout comme la mer de sable dans l'Oise, autour de 27 €, et on peut continuer comme ça, entre le parc Spirou-Provence, qui ouvre une zone Naruto à côté d'Avignon, à partir de 31 €, Festiland en Normandie, 25 €, Frépertus City dans les Vosges, 31 €, donc il y a encore énormément d'offres accessibles, donc non, les parcs ne sont pas devenus inabordables, ils se sont différenciés, les parcs ne sont pas élitistes, ils sont segmentés. Ce qui est frappant en vous entendant, c'est à quel point on les connaît moins, la plupart des autres, que Disneyland. Est-ce que Disneyland, depuis les années 90, ne fait pas de l'ombre à tous les autres ? Disneyland, quand le parc est arrivé en 1992, a plutôt impulsé une dynamique exceptionnelle dans l'univers des parcs à thème, parce qu'il y avait ce niveau de finition, de détail, d'immersion fabuleuse. En fait, les autres parcs à thème se sont un peu inspirés, entre guillemets, de leur qualité de service. Donc ça a été un booster dans
toute l'industrie. Aujourd'hui, Disney a la plus forte part de marché dans l'univers des parcs à thème. On parle de près de 15 millions à peu près de visiteurs par année, quand le deuxième est le Puy du Fou à 3 millions et le troisième est le parc Astérix à 3 millions. Donc voilà, ils sont dans une autre dimension. Oui. Ah ouais, totalement. Vous savez, moi je prends souvent sur le prix l'exemple de la fête foraine. Pour une famille de 4, 2 adultes, 2 enfants, la note peut vite grimper. Un tour de manège à 5 ou 10 euros, un churros, une pomme d'amour. Et en fin de soirée, on a passé un bon moment, mais on a aussi laissé un joli budget. Et à l'inverse, dans un parc à thème, vous payez le billet à la journée, vous profitez d'un ensemble d'expériences, attractions, spectacles, parades, infrastructures, le tout dans un cadre structuré et sécurisé. Est-ce que les parcs d'attractions sont devenus, comme le disait Félix Mathieu au début, en tout cas des produits de luxe? Est-ce que ça ne coûte pas beaucoup trop cher aujourd'hui? Vous êtes parents, vous nous écoutez. 0826 300 300, vous aviez peut-être l'habitude, quand vous étiez sur la route des vacances, de faire un petit crochet pour prendre une petite pause dans un parc d'attractions, dans le sud de la France, dans l'est, dans l'ouest, peu importe. Mais depuis quelques années, vous ne pouvez plus le permettre parce que les prix ont augmenté. Passez-nous un coup de fil. 0826 300 300. Maxime Guény, directeur de la publication et rédacteur en chef de Parcs et Loisirs Magazine, vous restez avec nous. Et la discussion se poursuit. Vous êtes bien sur Sud Radio, à tout de suite. Sud Radio, le 10h midi, mettez-vous d'accord. Et on est ensemble jusqu'à midi. D'ici une quinzaine de minutes, on abordera le zapping de Gilles Gansman, notamment avec cette interrogation qui vous concerne aussi, amis auditeurs. Un projet de loi propose en France de commencer à être payé 5 fois dans le mois, c'est-à-dire de diviser votre salaire en 5, tout simplement pour que ça facilite un peu la chose, aussi pour mieux gérer les finances quand on voit les crédits, les loyers, etc. Est-ce que vous y êtes favorable? 0826 300 300. Mais pour le moment, on se pose une autre question. Ça concerne les parcs d'attractions avec vous, Félix Mathieu, dans C'est quoi le problème? Les parcs d'attractions qui, c'est vrai, ont connu quand même le prix de vente de leurs billets augmenter, d'où cette question, est-ce que c'est devenu un parc ou en tout cas un loisir de luxe, les parcs d'attractions? Et on discute avec vous, Maxime Guény, le directeur de la publication et le rédacteur en chef de Parcs et Loisirs Magazine. Gilles Gansman. Alors Disneyland pratique ce qu'on appelle le yield management, on le connaît pour les avions et les trains, c'est plus il y a du monde, plus on paye cher, moins il y a de monde, on paye. Alors quel conseil vous pouvez donner à nos éditeurs? Est-ce qu'il y a des périodes où on peut réserver Disney pour pas cher? Oui. Déjà, vous y allez en semaine. Vous pouvez trouver des billets à 49 € par jour, un parc. 49 €. Donc, c'est moins que tout ce qu'on a cité dans les autres parcs internationaux. Vous prenez de l'avance, bien sûr, surtout. Et je vous assure, j'ai une copine qui a pris un billet, là, pour le 21 juin. Voilà, elle a eu son billet à 50 €. C'est-à-dire qu'on peut trouver des tarifs accessibles. Il faut être juste malin. Prendre de l'avance, c'est comme dans les trains, c'est comme dans les avions. Maxime Guény, j'entends ce que vous dites, c'est plein de bon sens. Je me mets à la place de ceux qui nous écoutent, qui travaillent, 5 jours sur 7, qui ont des enfants, qui ont un travail quand même pénible, où les week-ends sont réservés à gérer les enfants, les activités sportives, les courses, les repas. Peut-être qu'ils n'ont pas le temps d'aller sur tous les sites des parcs d'attractions du monde, de faire des comparaisons et encore plus de prendre 2 heures un lundi de juin, si vous voulez, pour espérer avoir le bon billet. Il y a aussi des contraintes, les vacances des enfants, ce genre de choses. Bien sûr, et généralement, ils s'adaptent. Et aujourd'hui, de plus en plus de parcs font ce qu'on appelle des packs. Le billet, l'hôtellerie, avec moins 30, moins 35%. C'est ce que fait magnifiquement Port Aventura à Barcelone. Voilà. Mais vous savez, malgré les prix, les visiteurs y vont. En France, les parcs de loisirs représentent environ 70 millions de visites par an. Donc, la demande est toujours extrêmement forte. Et selon une étude Calimétrie, vous avez 70% des Français qui souhaitent chaque année visiter un site de loisirs. Après, évidemment, il y a un impact du contexte économique qui se répercute autrement. Il y a 49% qui disent ne pas vouloir consommer en restauration, en boutique, dans les parcs. D'autres ne réservent pas l'hébergement. Certains en visitent moins. Donc, ils continuent de le visiter, mais le font un poil différemment. Et sachant que, et c'est aussi une question beaucoup, et il suffit d'aller dans un parc d'attractions aujourd'hui en France pour le constater. Par exemple, je viens à l'instant de vérifier, c'est 58% de visiteurs étrangers Disney. Ça veut dire qu'on a des parcs d'attractions formidables en France qui servent à attirer les Américains, les Asiatiques. Il y a aussi ça. C'est ça, exactement. Disneyland, c'est vraiment l'exception qui confirme la règle. 60% de visiteurs étrangers, le reste de visiteurs français. Donc, ils ont une grille internationale. Et encore, en France, on a de la chance parce que aux États-Unis, dans les parcs Disney aux États-Unis, c'est beaucoup plus cher. C'est devenu presque un luxe, mais il suffit d'être malin. Parfois, il y a certains, au-delà d'aller en vacances, ils préfèrent passer une journée très intense de spectacles, d'attractions, de sensations dans un parc à thème. Ça veut dire quoi? Ça veut dire
c'est-à-dire que les gens arbitrent, mais qu'ils continuent de privilégier ces expériences parce qu'elles apportent quelque chose de différent. Les prix montent, mais l'envie reste. En fait, on est presque sur deux marchés différents entre un parc comme Disneyland où, bon, pour une famille nombreuse, ça va plutôt se chiffrer en plusieurs centaines d'euros, ou peut-être que là, c'est vraiment une sortie exceptionnelle qu'on va prévoir à l'avance, on en reparlera dans quelques années. Là où, pour le petit parc du coin, un peu moins connu et où ça va être à quelques dizaines d'euros, c'est peut-être plus une sortie à l'improviste qui a un caractère un petit peu moins exceptionnel. Peut-être on consomme pas les parcs d'attractions de la même façon selon desquels on parle. Mais c'est ça, oui. Aujourd'hui, la France a un maillage de parcs à thème assez impressionnant. Il y a une trentaine de parcs à thème. On parle aussi de 500 lieux de loisirs. Hein. Et je compte pas les parcs animaliers, les escape games, les action games, qui sont un petit peu les cousins des parcs à thème, parce que c'est les mêmes prestataires. Et effectivement, dans les parcs régionaux, vous avez encore des tarifs fixes à la journée, tandis que d'autres parcs sont sur cette tarification dynamique qui s'habitue et qui s'adapte à l'offre et à la demande. Mais au fond, qu'est-ce qui a changé ? En fait, le modèle économique, avant un parc, cherchait à faire venir. Aujourd'hui, il cherche à faire rester. Parce que plus vous restez, plus vous mangez, plus vous consommez, plus vous prolongez votre séjour. Et c'est là que se fait la rentabilité des parcs. Le vrai business aujourd'hui, c'est le temps passé sur place. Mais Maxime Guény, vous qui êtes justement le directeur de la publication et rédacteur en chef de Parcs et Loisirs Magazine, on a eu justement un auditeur qui vient de nous appeler. Michael, bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous ce matin au 0826 300 300. Vous avez été interpellé par le débat qu'on est en train d'avoir avec Maxime Guény. Bon débat. Dites-nous tout. Merci. Moi, je suis père de famille, 4 enfants. J'ai des enfants en bas âge. Comme vous avez très bien dit tout à l'heure, c'est vrai que les parcs deviennent très très chers. Avec un sacré budget. Aujourd'hui, avec une famille 2, 3, 4 enfants, c'est plus possible malheureusement. Moi, j'habite aux alentours de Lyon. Donc moi, mes enfants, on va souvent à Walibi. Mais aujourd'hui, un enfant, excusez-moi, quand vous lui parlez de parc, ce qui lui fait rêver, c'est Euro Disney. Et est-ce que vous avez déjà eu l'occasion d'y aller, Michael, à Euro Disney? Oui, je suis parti il y a 10 ans, quand j'avais 2 enfants. Là, on est 4 maintenant. Mais le budget, il a explosé. Aujourd'hui, vous lui dites à un enfant, on va à Walibi. Alors, il va dire oui, on y va. Mais voilà, c'est pas son rêve premier. Son rêve premier, un enfant, c'est Euro Disney. Et malheureusement, aujourd'hui, avec ce qui se passe aujourd'hui, ça coûte très très cher. Comme vous avez dit, vous partez 2-3 jours, c'est 1500, 1700, 2000 euros. Moi, j'ai pas 2000 euros à mettre pour 2-3 jours, malheureusement. Michael, est-ce que vous vous rappelez du prix que vous avez payé il y a 10 ans pour aller à Euro Disney, le temps, la durée du séjour? Et j'imagine que vous avez fait quelques simulations pour y retourner, on va dire, tout en famille. Est-ce que vous avez vu la différence de prix? C'était de combien à combien? Qui s'appelait déjà Disneyland, je crois. Paris. Oui, bien sûr. Euro Disney, c'est le nom des années 90. Oui, mais Maxime, Écoutez, pour moi, la France est arrêtée à la mort de Georges Pompidou. Donc faites un effort, s'il vous plaît. Essayez d'être compréhensif. Merci beaucoup. Non, plus sérieusement, Michael, est-ce que vous vous rappelez la dernière fois Disneyland et ensuite, à nouveau, quand vous avez essayé j'imagine, de vérifier les disponibilités en termes de prix, c'était du combien au combien? On était parti 2 nuits, 3 jours avec le train tout compris. On était aux alentours de 1200 euros de mémoire. Mais ça veut dire et là, vous avez re-regardé les prix, ça devait dépasser largement les 2000, 2500 euros. Exactement. Aujourd'hui, on a regardé avec ma femme, juste avec les deux derniers, les deux grands, ils sont un petit peu plus grands. On était à 1700, 1800 euros. Ouais, mais comme disait notre invité Maxime Guény, est-ce que c'est la pression de vos enfants parce que vous avez peut-être des parcs autour de vous un peu moins chers dans votre région? On a des parcs, exactement, mais quoi qu'il en soit, ce que je disais tout à l'heure, le rêve de l'enfant, c'est Disneyland Paris. Ouais. Un enfant, vous lui dites, vous voulez à quel parc? Il va vous dire Disneyland Paris. Oui. C'est l'imaginaire, bien sûr. Merci beaucoup, Michael, d'avoir été avec nous ce matin. 0826 300 300. Qu'est-ce que vous répondez, Maxime Guény, à notre auditeur Michael, qui vous dit, bien sûr, mais il y a la pression de l'argent, bien sûr qu'on peut faire d'autres parcs, mais le rêve de l'enfant, il en veut qu'un seul. Euro Disney, Disneyland Paris. On comprend mieux pourquoi aujourd'hui Disneyland Paris est la première destination touristique européenne. Et puis, vous comme moi, on a tous un Disney préféré. Et quand on va dans un parc à thème, ça touche à l'émotionnel, quelque chose qui nous fait vibrer. Quand on voit le Mickey en live et qu'on vit les attractions adaptées des films qu'on a adorés, ça touche en plein cœur. Donc évidemment, Disney aura toujours une longueur d'avance parce qu'il touche en plein cœur. Universal le fait aussi avec des licences. C'est pour ça que beaucoup de parcs aujourd'hui achètent aussi des licences, les adaptent de plus en plus
dans quelques années, dans 5 ans par exemple, à Londres, il va y avoir un parc Universal Studios qui va s'ouvrir avec différentes grandes thématiques. On parle de Retour vers le futur, Jurassic World. Ce sont des films qui nous touchent également. Et de plus en plus de parcs essayent d'acheter des licences pour exister. Je vais vous donner l'exemple du parc Spirou en Provence, à côté d'Avignon. Ils vont ouvrir une zone Naruto, le manga culte et phénomène, avec un coaster dédié. En plus, c'est un univers qui ne fait que monter en puissance en France. L'univers des mangas et des animés, ça a des parts de marché considérables. Gilles Gansman. Et puis, ce dimanche, il y avait un grand événement pour la presse. C'était le lancement d'un nouveau land, comme on dit à Disneyland, de la Reine des Neiges. Alors, à quoi... Ouais. Alors il y avait... Ça c'est Gilles qui chante. Oui. Il y a un peu d'entraînement, mais c'était l'idée. Vous avez reconnu qui chante ? Pas du tout. C'est Santa. Santa était l'invitée du parc et elle a chanté les chansons de Disney. Moi, à cette occasion-là. Donc autant vous dire qu'on va pas s'en sortir. Notre réalisateur l'a fait partir comme ça. Alors qu'est-ce qui attend nos auditeurs dans ces attractions de la Reine des Neiges ? Alors, le deuxième parc, Walt Disney Studios, a été rebaptisé Disney Adventure World. On est sur un projet de transformation gigantesque du deuxième parc, à près de 2 milliards d'euros lancé il y a plusieurs années. Et là, on voit qu'aujourd'hui, avec cette transformation, c'est la concrétisation de tout ça. Le parc a quasiment doublé en taille. Plus de 90% de l'offre a été repensée. Et surtout, on est passé d'un parc secondaire à une vraie destination. Prenons donc l'exemple de World of Frozen, le monde de la Reine des Neiges. Ce n'est pas une attraction, c'est un monde entier. Vous arrivez dans une vraie ville inspirée de la Norvège, avec près de 1000 éléments de décor, une montagne de 36 mètres avec le palais d'Elsa. On ne regarde plus le décor, on est vraiment dedans. Et au cœur du land, vous avez une attraction majeure, une balade en bateau d'environ 7 minutes, avec plus de 30 audio animatroniques nouvelle génération. C'est extrêmement fluide, très immersif, avec les musiques, les scènes du film, et même 2 descentes pour donner du rythme. Voilà, mais ça ne s'arrête pas là. Vous avez des restaurants immersifs, plus de 150 produits exclusifs, des spectacles dans la journée et surtout un énorme show nocturne. Le soir, le parc se transforme autour d'un axe central avec près de 300 drones, 30 fontaines, des projections. Donc ils ont tout fait pour que l'univers de la Reine des Neiges, pour ceux qui viennent, soit absolument extraordinaire et fascinant. Merci beaucoup Maxime Guény d'avoir été avec nous ce matin, directeur de la publication et rédacteur en chef de Parcs et Loisirs Magazine, le dernier numéro justement largement consacré à ces dessous de la transformation majeure pour Disneyland Paris dont on vient de parler. Merci beaucoup Félix Mathieu d'avoir été avec nous ce matin pour C'est quoi le problème, qu'on retrouve tous les matins dans la matinale et tous les jours dans cette émission entre 10h et 10h30. Dans un instant, le zapping de Gilles Gansman, le zapping de Gilles Gansman, où on va s'interroger notamment sur cette possibilité, cette éventualité d'avoir un salaire, oui, mais en 5 fois peut-être pour mieux gérer les économies, les crédits. Et puis plus largement, on s'interrogera sur Marine Tondelier. Vous la connaissez, Marine Tondelier, c'est la chef des Verts. Vous savez, elle vient souvent avec sa petite veste, très connue désormais sur les plateaux télé. Eh bien, elle a fait une annonce hier dans les médias, sur les plateaux télé, dans le magazine Elle est enceinte. Félicitations. D'abord, on lui dit, c'est d'ailleurs ce que lui disent aussi la plupart de ses camarades politique, mais est-ce que quand on fait l'annonce de sa grossesse comme ça dans les médias, est-ce que ce n'est pas la com de trop, la com qu'on n'aime pas? Est-ce que la vie privée ne doit pas rester privée? Ou au contraire, vous applaudissez des deux mains Marine Tondelier qui met sa grossesse sur le devant de la scène pour évoquer les difficultés, parce que c'est ce qu'elle dit, ça concerne quand même près d'un couple sur 5, ce qu'elle a vécu. Est-ce que vous dites, bien sûr, le privé est aussi politique? Des éléments de réponse, une volonté de discuter. C'est très bien, ça se passe sur Sud Radio, 0826 300 300. À tout de suite. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Certaines personnes ont parfois l'impression d'avoir des visions ou de vivre des expériences médiumniques. Entre perceptions troublantes, explications psychologiques, peut-on réconcilier science et spiritualité? C'est avec Jean-Charles Bouchou, psychanalyste, psychothérapeute, que nous parlerons de tout ça dès 14h. Si vous avez parfois ces ressentis, venez témoigner au 08. Sud Radio, le 10h midi, mettez-vous d'accord. Mettez-vous d'accord jusqu'à midi sur Sud Radio. Vous voulez participer à la conversation, réagir, 0826 300 300. On va s'interroger sur un candidat à la présidentielle. Alors là, normalement, vous dites lequel? Il y en a tellement. C'est un ancien Premier ministre, il s'appelle Édouard Philippe. Et il a eu une petite phrase qui n'est pas passée inaperçue. Il a dit Ralacouen. Ralacouen de quoi? Du rapport entre les Français et les politiques. Ralacouen, ils en peuvent plus. Il n'y a que les médias en réalité qui veulent que l'élection présidentielle commence maintenant. Est-ce qu'il a raison, Édouard Philippe? Ou peut-être
peut-être qu'il a, on va dire, un problème de lucidité politique, l'ancien Premier ministre, le maire du Havre actuellement. Peut-être que tout simplement, les Français adorent la politique, mais ils n'en peuvent plus de ceux qui l'incarnent, que ce soit au niveau local ou national. Ils en ont ras la couenne des députés, ras la couenne des chefs de parti. Qu'est-ce que vous en pensez, amis auditeurs? 0826 300 300. Puis restons aussi un peu dans la politique. Celle qui porte bien la veste verte, c'est Marine Tondelier, la chef des écologistes. Elle a fait une petite annonce hier, en tout cas il y a quelques heures, pour se réjouir qu'elle était enceinte, Marine Tondelier. Et ce n'était pas évident. Après un premier enfant, naturellement, elle a ensuite connu des difficultés dans son couple. Qu'est-ce qu'on lui dit à Marine Tondelier? Il y en a marre de ces politiques qui utilisent la vie privée pour faire la une des journaux, que la vie privée reste privée. Ou au contraire, peut-être que vous êtes un couple qui a connu des difficultés, vous êtes une femme et vous savez à quel point ce genre de sujet dans la vie publique est également compliqué à porter. Et vous dites... Merci Marine Tondelier d'évoquer ces sujets publiquement, c'est la voix des femmes qu'elle porte, on en discutera. 0826 300 300, 10h33 pour le moment, c'est l'occasion de retrouver Gilles Gansban pour son zapping, mon cher Gilles. Absolument, et on va commencer, je vais vous parler des maires, ça tombe bien, on a des gens qui sont dans les mairies ici. Ça se raconte. Exactement, et des maires du Rassemblement national et des drapeaux. Alors ne croyez pas que pour fêter leur victoire, ils se sont mis en drapeau sur des lampadaires, non, pas du tout. Leur premier geste a été d'enlever les drapeaux ukrainiens et français. Et évidemment, ça fait polémique. Non. Sur ses réseaux sociaux, Christophe Barthès a partagé sa première action en tant que nouveau maire de Carcassonne. Retirer les drapeaux européens de la mairie. Il a aussi signé son premier arrêté, interdire la mendicité pour lutter contre les troubles à l'ordre public. Les opposants politiques ont réagi, comme le député insoumis Antoine Léaumont. À peine élu, le RN lutte contre les pauvres plutôt que de lutter contre la pauvreté. Ailleurs en France, d'autres nouveaux maires RN ont montré leur volonté prioritaire. À Arnes, dans le Pas-de-Calais, Anthony Gareno-Glinkowski a fait retirer les drapeaux européens et ukrainiens qui flottaient devant la mairie jusqu'à son élection. C'est aussi le cas à Cagnes-sur-Mer, où Brian Masson a partagé une photo du fronton de son hôtel de ville sans drapeau européen ni ukrainien. Alors que ce dernier était encore installé en juin dernier, alors évidemment, le retrait des drapeaux européens. Je corrige, et ukrainien. Sur votre mairie, est-ce que vous avez que des drapeaux français? En tout cas, on va en parler avec les débatteurs du jour. Alexandra Spinner, enseignante et déléguée spéciale en charge du décrochage scolaire à la région Île-de-France. Bonjour et merci d'être avec nous ce matin. Bonjour. Mathias Leboeuf, journaliste, philosophe et auteur de Petit traité de la lenteur à l'usage des gens pressés. Thierry Guerrier, conseiller Paris, merci beaucoup d'être avec nous ce matin. Bonjour Maxime, bonjour à tous. Et Gilles Platré, maire de Chalon-sur-Saône, à qui Gilles en effet posait la question, est-ce que vous, sur votre mairie, il y a bien et le drapeau français et le drapeau européen ou un autre drapeau, ou alors on a gardé le traditionnel drapeau français et c'est tout? Non, on a le drapeau français entouré du drapeau européen et du drapeau de notre région, la Bourgogne et la Franche-Comté. On avait installé, ça commence comme ça. On avait installé, oui, on parlera sans doute dans mon coup de gueule des autonomistes, mais dans une autre région, pas Bourguignonne-Corse tout à l'heure. On avait affiché le drapeau ukrainien au moment du début du déclenchement de l'offensive contre ce peuple qui se bat vaillamment, il faut le redire. On l'avait retiré au bout d'un moment, non pas par désaveu de la cause qu'on continue de soutenir, mais c'est à un moment donné, il faut aussi toujours avoir en tête que le fronton d'une mairie doit garder maximum de neutralité, puisqu'on est dans le cadre d'un service public, d'un bâtiment public, et que donc il faut faire ça avec parcimonie. J'avais d'ailleurs été accusé d'avoir, après le 7 octobre, mis le drapeau israélien dans le hall de l'hôtel de ville. Autant vous dire que la guerre des drapeaux battait son plein. En tout cas, voilà la situation à Chalon et dans la quasi-totalité des 35 000 communes de France. Thierry Guerrier, conseiller justement de Paris, est-ce que ça vous interpelle, est-ce que ça vous choque l'attitude de ces maires RN qui enlèvent le drapeau européen de leur mairie? Moi, la seule chose qui m'intéresse, c'est le sens de tout ça. Le sens du bleu, blanc, rouge, c'est quoi? Vous savez, le 27 pluviose en deux. C'est le 17 février, le 15 février 1794. C'est là que le bleu, blanc, rouge devient le drapeau français, l'emblème national. Oui, dans la Révolution. C'est-à-dire, on sort de la monarchie, du régime du souverain absolu, et puis on vient au souverain qu'est le peuple. Et depuis, finalement, on est toujours resté fidèle à ces trois couleurs, quels que soient les régimes, et qu'on soit au fond de l'extrême
l'extrême gauche, on a vu le maire de Saint-Denis, le nouveau, y compris lui-même, respecter le drapeau bleu-rouge. Alors qu'aujourd'hui, certains veuillent redonner son lustre et son primat, au fond, à nos trois couleurs, pourquoi pas? L'enjeu, c'est de respecter celle-là et de mettre du sens dans ce qu'elles veulent dire, ces trois couleurs, auxquelles je suis très attaché. Non, c'est pas ça que je suis en train de vous dire. Je suis en train de vous dire que, pour moi, l'important, c'est d'abord le contrat républicain que symbolise le bleu-blanc-rouge. Après, pardon, mais je siège depuis dimanche au Conseil de Paris. À la droite et à la gauche du nouveau maire Emmanuel Grégoire, il y a le drapeau ukrainien, il y a le drapeau européen, et puis il y a par exemple les drapeaux olympiques. Bon, tout ça, ça peut avoir du sens. Chaque maire peut décider au fond des symboles qu'il veut, des messages politiques qu'il veut faire passer à travers la présence ou non de tel ou tel drapeau. Pour moi, l'important, c'est d'abord le bleu, blanc, rouge. Mathias Leboeuf, est-ce que ça vous a interpellé, choqué, ces images de maires du Rassemblement national qui tout d'un coup décident de dégager le drapeau européen pour préférer celui de la France, si on peut le dire comme ça? Surtout, ça m'a pas surpris. C'est un choix assez clair. Au moins, voilà, les choses sont claires. On devrait pas être surpris. Bien évidemment, ils sont pas pro-ukrainiens, ils sont pro-russes. La plupart au RN, c'est la ligne du RN. Et puis, c'est une ligne qui a changé avec Jordan Bardella, de fait, quand même. Ouais, qui a changé. C'est une ligne qui est devenue de plus en plus sinueuse parce que Jordan Bardella a bien compris que il pouvait pas très clairement désavouer l'Ukraine. Mais bon, j'ai pas l'impression qu'il y ait beaucoup de conviction de la part de Jordan Bardella sur ce sujet-là. Et puis ils sont effectivement vis-à-vis de l'Europe, il y a un discours très anti-européen pour plein de raisons différentes d'ailleurs. Donc moi ça m'a pas surpris. Après plus globalement sur ce sujet, c'est un peu deux choses différentes parce que bon, qui est le drapeau français, c'est bien évidemment naturel. Qui est le drapeau européen? On appartient à l'Europe. On a été et on est un moteur de l'Europe. On peut discuter sur la nature de l'Europe, sur les échecs de l'Europe, sur la réforme. Dans une mairie, on n'a pas besoin de rappeler l'appartenance à l'Europe. C'est avant tout local. Le drapeau n'a rien à y faire. Déjà, le drapeau bleu, blanc, rouge, et comme le disait Thierry Guerrier à l'instant, c'est bien de le respecter. Le drapeau européen, peut-être dans un second temps. Oui, mais enfin bon, moi personnellement, encore une fois, le fait qu'on appartienne à l'Europe, ça me choque pas. Après, le drapeau ukrainien et d'autres drapeaux, que ce soit d'ailleurs le drapeau israélien, le drapeau palestinien, le drapeau de... Là, il y a entre guillemets, un espèce de vide juridique, et je trouve qu'on devrait statuer, c'est-à-dire soit on autorise les mairies et les édiles à user du pavoisement ou non, mais à discrétion, gommer le flou juridique. Ou non. Alexandra Spinner. Alors moi, je pense qu'il n'y a qu'un seul drapeau, c'est le drapeau français. Vous vous souvenez du discours de Lamartine sur le drapeau tricolore qui a fait le tour du monde avec le nom, la gloire et la liberté de la patrie. Ça n'est pas parce que le Front National le fait, le Rassemblement National, pardon, qu'il faut absolument le condamner. Le drapeau européen, il faut quand même être honnête et comprendre que beaucoup de Français sont fâchés avec l'Europe. Pour beaucoup de Français, alors on peut le regretter, et je le regrette, mais beaucoup de Français considèrent... Ça a une certaine cohérence idéologique avec ce qu'on peut entendre. Oui, ça a une certaine cohérence idéologique avec ce qu'ils défendent, avec ce qu'ils sont. Et je vois pas ce que le drapeau ukrainien a à faire dans une mairie française, pardon. Qu'on le mette à des occasions particulières pour manifester son soutien avec ce peuple ukrainien extraordinairement courageux, oui, mais sinon, ou israélien, mais sinon, on ouvre une espèce de brèche dans laquelle on s'engouffre, et c'est la fin. Ça, c'était, et on aura l'occasion d'y revenir à l'occasion du coup de gueule donc de Gilles Platré tout à l'heure. Suite du zapping, mon cher Gilles Gansman. Que ce soit aux États-Unis ou en Angleterre, on est payé à la semaine. Alors, ça va pas être encore le cas en France, mais un projet de loi va être présenté. On s'y approche un peu pour qui va proposer qu'on soit payé. Qu'on ait une avance à tout moment, et ce à 5 reprises. On va pouvoir demander 5 avances à tout moment, et on devra pas dépasser les 50%. Petit résumé de cette mesure. Une proposition de loi souhaite permettre d'être payé jusqu'à 5 fois par mois, peu importe la taille de l'entreprise, pour les salariés du privé comme les fonctionnaires. Seule condition, ces versements ne peuvent pas excéder au total la moitié du salaire. Qu'en pensent les principaux concernés ? Ça peut être une bonne idée. Après, 5 fois, je ne sais pas si c'est trop.
Au total, on aura toujours la même somme, donc pour moi, ça changera rien, moi personnellement. Mais c'est une bonne chose pour ceux qui en ont besoin. L'ambition de la proposition de loi, éviter à un maximum de personnes de se retrouver à découvert face à une dépense imprévue. Des frais médicaux à avancer, par exemple. On peut avoir une réparation qui n'était pas prévue. Donc ça participe à éviter des agios. Utile pour les salariés, ce chef d'entreprise se demande comment mettre en place la mesure. Et si on fait 5 fois une paye, ou en tout cas un décaissement de trésorerie, eh bien évidemment on a plus de travail que quand on le fait une fois dans le mois. Ça fera 2 fois. Attention messieurs, dames, en effet là on vient d'entendre, c'est la proposition de loi d'une députée socialiste avec cette idée en effet, ça réjouit Mathias Leboeuf, il était inquiet que ce soit quelqu'un de droite qui ait fait une mesure sociale. Non, justement pas parce que... Alors, est-ce que c'est une mesure sociale, franchement? Est-ce que c'est une mesure sociale? Le débat est ouvert. Rajoutons du poids sur la réalité gestion des entreprises, et il n'y aura plus d'entreprises, donc comme ça il n'y a plus de salariés, donc c'est une mesure sociale, évidemment. Compliquons la vie des entreprises. Non, mais améliorons la vie des gens. Pas tous en même temps. Laissons parler Mathias Leboeuf et le débat se fera autour de la table. Alors moi je suis plutôt favorable à cette, même si effectivement ça peut poser un certain nombre de problèmes, je suis plutôt favorable à cette mesure, et c'eût été proposé par la droite ou le Rassemblement national, je serais resté favorable à cette mesure. Pourquoi? Parce que effectivement, pour les salariés, ça introduit une plus grande souplesse, et nombre de Français sont en difficulté financière dès le 10 du mois, devant attendre. Alors après, ça peut être une course à l'échalote et une fuite en avant. Premièrement, bien évidemment, merci de le reconnaître. C'est sûr, mais tout ce qui ajoute de la souplesse, à mon avis, va dans le bon sens, même si, encore une fois, c'est pas la panacée, et qu'effectivement, pour les entreprises, sur un plan comptable, ça risque de poser un certain nombre de problèmes. 0826 300 300, peut-être pour faire le juge de paix entre vous, Mathias Leboeuf et Thierry Garrier. On va aller au standard. 0826 300 300. Est-ce que cette idée vous séduit? Parce qu'on en parle depuis tout à l'heure, avant le zapping de Gilles. Bonjour Nicolas. Oui, bonjour Maxime, bonjour tout le monde. Merci beaucoup d'être avec nous ce matin. Est-ce que cette idée vous séduit? Est-ce que vous, par exemple, Nicolas, être payé en sec 5 fois, ça pourrait être une solution que vous considéreriez avec intérêt? Alors bon, dans l'idée, je comprends l'idée qui est derrière cette mesure, jusqu'à 5 acomptes de salaire, ça peut clairement aider ceux qui en ont un imprévu ou un besoin d'argent, sur le moment, parce que ça peut dépanner, surtout quand on n'a pas d'argent de côté. Mais bon, après, en réalité, j'ai quand même l'impression que ça va pas régler le fond du problème. Ça le décale juste. Enfin, l'argent qui est pris en avance, c'est forcément de l'argent qu'on n'aura pas non plus à la fin du mois. Oui, ça c'est sûr. Donc, on risque de simplement être un tout petit peu moins dans le rouge le 15 du mois, mais à la fin, ça changera pas la finalité. C'est du bon sens. C'est formidable d'entendre ça. Ça risque de devenir quand même un cercle vicieux, compliqué pour ceux qui ont déjà du mal à boucler les fins de mois. On risque peut-être d'aggraver certaines situations plutôt que les améliorer. Enfin, après, voilà, à mon avis, il vaudrait quand même mieux réfléchir à des solutions plus durables. Par exemple, être payé à la semaine, parce que ça se fait déjà dans plusieurs pays. Bien sûr. Ça permettrait aussi de mieux répartir les dépenses et éviter les effets de fin de mois compliqués, difficiles. Oui, c'est ce que précisait notamment Gilles Gorsman dans son sujet, c'est quelque chose qui se fait dans d'autres pays, c'est reconnu et reconnu. À noter que vous payez votre loyer à la semaine aussi. C'est-à-dire que vous n'avez pas le problème de que à la fin du mois, vous n'ayez plus d'argent pour payer votre loyer. Les loyers sont à la semaine aussi aux États-Unis et en Angleterre. Moi, je suis favorable à tout ce qui peut faciliter la vie des gens, mais je trouve que quand même, on prend le problème à l'envers, comme toujours. C'est-à-dire que maintenant, on en est à trouver des solutions de bricolage pour améliorer la vie des gens, alors que quand même, on devrait tous être collectivement mobilisés pour faire en sorte que ce genre de mesure n'ait pas à être prise. Oui, puis surtout, ce qui est curieux, c'est que le problème, c'est que les salaires ne sont pas assez élevés. Je vois pas à quel moment le fait de le diviser par 5 ou par 4 arrange le fait de pouvoir un peu mieux payer ses factures. Prenons le problème des charges. Ça permet une chose, c'est quand même de ne pas mordre sur son découvert et de mieux gérer son budget, d'avoir une plus grande souplesse et de se dire, bon, voilà, j'ai une dépense que je dois assurer, donc j'avance effectivement un paiement, mais je ne mords pas sur mon découvert bancaire. Merci beaucoup Nicolas d'avoir été avec nous au 0826 300 300 et de nous avoir appelé pour participer à cette discussion. On est toujours en compagnie d'Alexandra Spinner, de Mathias Leboeuf, de Thierry Garrier, de Gilles Platré. Ça vous fait énormément réagir, amis auditeurs, au 0826 300 300 ce sujet. Ça tombe bien, on poursuit la conversation juste après, comme on disait à l'époque, une très brève, courte page de réclame. À tout de suite sur Sud Radio. Sud Radio, le 10h midi, mettez-vous d'accord.
Suite de la conversation et des débats sur Sud Radio jusqu'à midi. On s'intéresse à cette proposition de loi d'une députée qui souhaite, en tout cas, proposer que les salaires soient, on va dire, distribués en 5 fois. Et ça vous fait beaucoup réagir au 0826 300 300. Bonjour Luc. Oui, bonjour à tous. Donc moi je vais vous faire part d'une expérience vécue, c'est ce que j'ai vécu quand j'étais jeune. Donc je suis de 64, j'ai maintenant 62 ans. Et quand j'ai commencé à travailler en 1983 dans la restauration, parce que j'arrivais pas à trouver comme d'habitude du travail dans mon métier. Payé à la journée. Voilà, j'étais payé à la journée. C'est-à-dire que tous les jours, à la fin de la journée, on était payé en liquide. Oui. Et donc ça avait une très grande importance parce que c'est comme ça que j'ai appris à reconnaître la valeur de l'argent. Après Luc, est-ce que là on peut pas ajouter une dimension, qui est le fait d'être payé en liquide? Ce n'est pas aujourd'hui du tout le même principe que la carte bancaire ou le sans contact où en fait on ne voit pas ce qu'on dépense. Là le liquide, vous l'avez dans la main, vous pouvez pas, être en découvert ou quoi que ce soit. C'est peut-être plus le liquide que le paiement journalier là, non? Ben c'est relié en fin de compte le paiement journalier, c'est-à-dire que vous comprenez ce que vous avez fait dans la journée et ce que ça vous rapporte. Ouais. Et le liquide permet de le visualiser. Donc quand vous avez un billet aujourd'hui qui serait un tout petit billet, vous réalisez qu'en fin de compte ça a de la valeur. Et donc si vous comprenez que ça a de la valeur, ben vous y faites attention. Et à partir de ce moment-là, c'est pas vous dépensez moins, vous devenez responsable de ce que vous avez entre les mains. Donc forcément ça apprend. Oui, c'est de la gestion de budget. Merci beaucoup Luc d'avoir été avec nous au 0826 300 300. Thierry Garrier sur ce sujet justement. Moi je pense aux diversités de statuts qu'il y a encore dans le pays et à la grande difficulté de certains, et notamment par exemple, vous savez, tous ceux qui nous livrent, je dis nous alors que j'utilise peu ces services, mais tous ceux qui livrent par exemple les repas à domicile comme dans toutes les métropoles, aujourd'hui c'est la réalité. Aujourd'hui, ce sont des esclaves modernes. Ils sont payés quand ils sont payés par des intermédiaires au lance-pierre, oui. Et puis un jour sur deux, parfois pas du tout, ou très très peu, etc. C'est sur ça qu'on devrait travailler, même si je pense aux gens qui ont besoin, en effet, parfois de rattraper leur trésorerie. Moi, je donne pas de leçons, mais pour moi, ça c'est un vrai sujet. Une opinion. Alors que là, elle introduit au fond c'est un peu de démagogie, je trouve. Gilles Platré. La vraie difficulté de cette mesure, qui sur le papier peut sembler intéressante, on fluidifie, on régularise les rentrées, c'est quand même ce qui va tomber à la fin ou au début du mois. C'est-à-dire que si on fractionne le paiement du salaire et que c'est la catastrophe à la fin du mois parce que justement on n'aura plus l'argent pour faire face à ce qui va tomber mensuellement, ça peut plonger des familles dans une énorme difficulté. Moi, je vois les difficultés aujourd'hui, je peux le dire comme maire, avec la politique très active que nous faisons en matière du centre communal d'action sociale, notamment pour aider les personnes qui n'arrivent pas à boucler les fins de mois. C'est-à-dire que vous retirez du revenu, parce que le revenu en soi, ça ne veut pas dire grand-chose, c'est les charges qui comptent. Qu'est-ce que vous retirez du revenu? Le loyer, l'électricité, le gaz si vous vous chauffez comme ça, l'essence si vous avez besoin de prendre votre voiture. Et quand vous enlevez ça à la fin du mois, parfois, il vous reste à peine de quoi nourrir votre famille. Et ça, c'est pas une vue de l'esprit, c'est une réalité. Et nous, on intervient avec des aides, justement, quand toutes choses étant égales par ailleurs, et je parle pas de problème de gestion de budget, là, je parle d'une réalité comptable. Les familles n'y arrivent plus. Donc, je me dis que si on fractionne le salaire, on va se retrouver avec des choses qui seront prélevées à la fin du mois ou au tout début du mois, avec très peu d'argent sur le compte, parce qu'il risque d'avoir été un peu dépensé avant, et ça peut être une catastrophe pour beaucoup de familles. Donc c'est une intention louable, je la vois bien, techniquement compliquée quand même dans les entreprises, dans les collectivités, parce qu'il faut fractionner, et c'est pas si simple que ça, mais pour autant, l'enfer est aussi pavé de mauvaises intentions et de bonnes Mathias Leboeuf, avant qu'on rejoigne Nathalie aussi rapidement. Oui, je vais rejoindre Gilles. Il peut y avoir un effet pervers à ce fractionnement et à cette souplesse, c'est de se dire qu'on a été augmenté. Et avoir l'impression qu'on a de l'argent et qu'on a été augmenté. On a besoin d'une dépense, on a envie d'acheter, je sais pas, même un produit de consommation. On se dit, bah tiens, je vais me faire une petite avance. Et à l'arrivée à la fin du mois, on se retrouve encore plus dans la panade. 0826 300 300. Bonjour Nathalie. Bonjour Maxime, bonjour à toute l'équipe. Merci beaucoup d'être avec nous ce matin, ma chère Nathalie. Est-ce que vous allez bien déjà pour commencer? Excusez-moi, je ne vous entends pas. Est-ce que vous allez bien, ma chère Nathalie? Oui, je vais bien, je vous remercie. Et alors, vous êtes suffisamment en forme, visiblement, pour réagir au sujet qui nous anime depuis quelques minutes. Et comment vous regardez, vous, cette possibilité d'être payé en 5 fois dans le mois? Ça vous intéresse? Vous trouvez ça navrant?
Moi, je ne suis pas sûre que ça résolve le problème. On a l'impression, moi j'ai déjà l'impression depuis quelques années qu'on nous infantilise énormément et donner la paye aux gens 4 fois, 5 fois par mois, c'est des infantilités. On a l'impression qu'on donne de l'argent de poche aux enfants en leur disant attention, tu dois pas trop dépenser. Pas faux. Voilà, alors moi je ne pense pas que ça résolve le problème dans le sens où à la fin du mois les charges seront les mêmes. Oui. Et si vous les avez dépensés la première semaine ou la deuxième semaine, vous arriverez à la fin du mois avec exactement les mêmes problèmes que quand vous étiez mensualisé. Et de fait, Nathalie, vous rejoignez un peu dans ce sens-là aussi les analyses précédentes, notamment de Gilles Platré. Merci beaucoup d'avoir été avec nous, ma chère. En fait, j'aurais voulu ajouter quelque chose. Dites-nous. Je pense qu'il y a un gros problème en France, c'est que ce sont les crédits à la consommation. J'en ai entendu parler. Je ne citerai pas les organismes, mais ce sont des crédits à la banque. Si vous êtes trop endetté, on vous prête pas d'argent. En revanche, il y a des organismes, quel que soit votre endettement, on vous demande pas, on vous prête à des taux énormes. Et c'est là que les gens s'endettent et se retrouvent à la Banque de France en surendettement. Il est là le prix. Là, c'est un des soucis, un des gros soucis. Vous avez raison d'insister là-dessus, Nathalie. Merci beaucoup de nous avoir appelés au 0826. Merci beaucoup, ma chère Nathalie. Merci d'être à l'écoute de Sud Radio et très belle journée à vous aussi au 0826 300 300. Mon cher Gilles, est-ce qu'il n'est pas l'heure de conclure ce zapping? Céline! Hier, les cris résonnaient sous la tour Eiffel. Céline! Il était 21h et on annonçait le retour de Céline Dion. Elle l'officialisait. Alors, pourquoi devait-on féliciter... Enfin, pourquoi cette annonce a eu lieu hier? Vous savez pourquoi, Maxime? Non. C'était sa fête, comme on dit au Québec. C'était son anniversaire. Je n'ai pas le temps, comme Gilles Gansman, de passer autant de temps devant la télé. C'est pour ça que je lui laisse m'apporter des réponses. Alors, elle nous a envoyé un petit message. Alors, cette année, je vais recevoir le meilleur cadeau de toute ma vie. Je vais avoir la chance d'aller vous voir et de pouvoir encore chanter pour vous à Paris à partir de cet automne au mois de septembre. Je suis tellement contente. Je me sens bien, forte, super excitée, évidemment aussi un peu nerveuse, bien sûr, mais surtout, je suis tellement reconnaissante envers vous tous. J'ai vraiment trop hâte de vous revoir. Tous les candidats ont pas eu sur la Tour Eiffel Céline Dion, l'annonce de son retour à Paris fait énormément réagir, même le camp politique, Gilles Platré. Non, mais je me dis qu'avec une déclaration pareille, elle pourrait être candidate à la mairie de Paris en 2033. Mais est-ce qu'elle ferait une primaire présidentielle? Mais elle n'a pas besoin de primaire, elle a déjà la Tour Eiffel. Attendez, c'est fabuleux. Bon, Maxime, je vous annonce que j'espère que le projet de loi va passer, parce que j'allais demander une avance à Patrick Roger, parce que le montant est de 300, entre 90 €, mais là vous êtes tout en haut, et 300 € les places. Ouais, j'ai même vu 450. 450 avec un tirage au sort. Ouais, avec un tirage au sort. Vous pouvez vous inscrire sur celinedion.com et ceux qui seront tirés au sort pourront prendre des places avant les autres. Le problème, c'est que Céline Dion ne va être qu'en France. Donc les Allemands, les Italiens, les Anglais. Bien sûr, ça va être le concert international. Ah bah oui, tout le monde va venir. J'ai vu également que suivant la carte bancaire que vous aviez, le type de carte bancaire que vous avez accès à des places de façon privilégiée ou pas. Ça. Oui, non, mais c'est beaucoup aujourd'hui de services bancaires. Les services bancaires se vendent d'avoir des accès privilégiés dans des concerts où on se réjouit quand même du retour de Céline Dion. Thierry Guerrier, grand fan de Céline Dion. On a des vidéos de vous. Ah oui. Je ne savais pas. Décidément, l'entrée en politique, ça coûte cher. Normalement, c'est avant, c'est pas après. On est suivi de très près. Ouais. Non. Écoutez, moi, j'apprécie beaucoup Céline Dion, mais j'apprécie beaucoup et surtout le Québec, où je vais régulièrement parce que j'ai des amis qui ont immigré là-bas et que je le trouve fascinant. Et je vais vous dire, j'adore Céline Dion, mais enfin, l'opération marketing est remarquable. C'est tant mieux pour la France, c'est tant mieux pour Paris, qui est un hub, et notamment de la culture et de cette culture populaire. Maintenant, moi, je vais essayer de trouver les nouvelles Céline Dion qui sont au Québec, donc je vais souvent à Montréal. Voilà. Ça, c'est beau. Alexandra Spinner, on s'en réjouit. Ah, on s'en réjouit totalement. Moi, j'adore Céline Dion et je trouve qu'un peu de rêve dans cette période sinistre, ça fait du bien. Quelqu'un qui a vécu... Ne boudons pas notre plaisir. Quelqu'un qui a vécu un rêve et qui a même voulu le
partagé justement dans la presse et à la télé, c'était hier soir sur LCI. C'est Marine Tondelier, la chef des écologistes, qui est enceinte. Et ça n'a pas été facile après un parcours un peu compliqué. Est-ce que l'annonce de la grossesse, notamment quand on est politique dans les médias, est-ce que c'est de la com de trop, ou est-ce que vous dites, quand même, elle parle à près d'un couple sur 5 en France qui connaît des difficultés. On applaudit dès demain. Vous avez un avis, amis auditeurs, j'en suis sûr. 0826 300 300, à tout de suite sur Sud Radio. Qu'importe la place, qu'importe l'endroit. Sud Radio, le 10h midi, mettez-vous d'accord. De la discussion, du débat, de la franchise, c'est le sommaire et c'est le programme de cette émission jusqu'à midi. 0826 300 300. On va parler politique, vous en doutez. D'ici une dizaine de minutes, on s'interrogera sur l'expression. Alors déjà, on peut s'interroger, c'est vrai, sur l'expression ras-la-couenne. C'est ce que dit Édouard Philippe quand il évoque le lien entre les Français et la politique. Ils en ont ras-la-couenne, ça veut dire qu'ils sont lassés. Est-ce qu'il a raison, l'ancien Premier ministre et l'actuel maire du Havre? Est-ce que vous êtes lassés de la politique? Ou alors, attention, petit problème d'analyse, c'est juste qu'on en a marre de ceux qui sont actuellement un peu partout dans les journaux. On n'a plus envie des macronistes, on n'a plus envie de certains membres de la droite ou même de la gauche. Vous avez un avis, vous avez une position, vous la défendez. 0826 300 300. Mais le débat qui nous anime désormais, il concerne Marine Tondelier. C'est la patronne des écologistes, vous la connaissez avec cette veste verte. La patronne des écologistes, elle a annoncé dans la presse et hier à la télévision, c'était chez Darius Rochebain sur LCI, qu'elle était enceinte. C'est une bonne nouvelle parce qu'elle avait déjà eu un premier enfant et le deuxième a été beaucoup plus compliqué. Donc elle a décidé de prendre la parole tout simplement pour expliquer son parcours et je vous propose de l'écouter. C'est une nouvelle imprévue, on va le dire comme ça. J'ai un parcours dont on parlera peut-être dans la suite de l'interview parce qu'il concerne beaucoup de couples en France, qui fait que je m'étais plus ou moins résignée à ce que ça n'arrive plus. J'avais arrêté les traitements, les PMA, les FIV, et puis c'est arrivé comme ça, sans que je m'y attende. Donc c'est une très belle nouvelle sur le plan personnel dans un monde qui va mal et dans des actualités très anxiogènes qui continuent de m'inquiéter. Mais écoutez, c'est comme ça, il fallait bien que je l'annonce parce que ça commence à se voir. J'ai commencé maintenant depuis un petit bout de temps le deuxième trimestre, donc je préférais l'annoncer officiellement plutôt que les gens commencent à se rendre compte en se demandant ce qui se passait. Et donc c'était dans le journal et dans le magazine Elle qu'elle a d'abord bien sûr accordé une grande interview fleuve avant d'aller à la télévision pour en parler beaucoup plus publiquement, toujours en compagnie d'Alexandra Spinner, Mathias Leboeuf, Thierry Garrier et Gilles Platré. La question, vous la voyez venir, est-ce que la com sur sa grossesse, est-ce que c'est de la com de trop ou est-ce qu'au contraire on doit s'en réjouir qu'elle parle comme ça de la vie privée pour sensibiliser face à certains problèmes qui sont importants? Alexandra Spinner. Alors, qu'elle parle de sa vie... Moi, je suis toujours très gênée avec le fait de parler de sa vie privée. Néanmoins, sur un sujet comme celui-là qui concerne tant de femmes, avec des parcours tellement violents, tellement difficiles, des familles qui veulent un bébé, qui n'y arrivent pas, qui passent par toutes les étapes. Sachant qu'elle avait déjà fait une fausse couche en 2022. De la FIV, le tabou de la fausse couche, par exemple. Beaucoup de femmes n'osent pas en parler. Je trouve que oui, moi ça m'a plutôt séduit. Je trouve que c'est plutôt bien. Une bonne intention. Oui, non seulement c'est une bonne intention, mais elle parle aussi au nom de beaucoup de femmes. Et c'est vrai que c'est ce qu'elle dit politiquement. C'est vrai que, et même dans le milieu politique, on n'assume pas quand on est une femme, quand on a des campagnes à mener, quand on a des municipales, quand on a un stade, dire qu'on est enceinte. Toutes les femmes qui ont été enceintes dans l'histoire politique de notre pays, vous les avez vues reprendre leur travail le lendemain de l'accouchement, quasiment. Bon, c'est formidable et on est ravis que certaines femmes puissent le faire. Mais ça concerne pas la majorité et il y a des femmes qui ont des métiers plus difficiles et où il est compliqué de reprendre le travail. Donc je trouve que c'est plutôt bien. Je suis pas une fan de Marine Tondelier, vous en doutez. Mais cette initiative, vous dites pourquoi pas? Je dis même mieux que pourquoi pas. Je dis moi j'ai beaucoup, voilà, ça m'a touchée, ça m'a émue et je trouve que c'est formidable de porter cette parole forte pour l'ensemble des femmes. Thierry Garrier. On a envie de dire d'abord à la femme, au personnage, félicitations. Oui. Donc je commence comme ça. Ensuite, sincèrement, qui est dupe? C'est l'art de la diversion et du marketing politique. Madame Tondelier est une loseuse des municipales. Elle vient de prendre une claque cinglante aux municipales. Les écologistes ont reculé comme jamais, les écolos verts. Et elle annonce sa grossesse uniquement pour ça. J'en sais rien. En tout cas, là, elle fait... pardon. Elle fait diversion. Non, mais vous êtes, Alexandra Spinner, trop intelligente pour pas voir l'objectif politique. Échec municipal, nécessité de remettre en selle sa campagne présidentielle au sein d'un débat, au sein de la gauche, sur d'éventuelles primaires. Donc on voit bien l'opération. Moi, je pense, je vais vous dire,
à ces femmes, en effet, qui... j'aime pas qu'on utilise sa vie privée et ses expériences personnelles pour des fins comme ça de marketing politique. Moi, je pense aux femmes et aux médecins, hommes et femmes d'ailleurs, et aux soignants de 2 organismes qui s'appellent l'Agence de biomédecine et les SECOS qui sont dans les hôpitaux. Qu'est-ce que c'est que l'Agence de biomédecine? Elle est chargée depuis la loi, c'est Macron ça, hein, la loi de 2021, la loi de bioéthique, la nouvelle loi de bioéthique qui a permis à toutes les femmes d'accéder à la PMA, la procréation médicale assistée. Et il y a des femmes qui ont énormément de mal. Mais vous savez pourquoi? Parce que dans notre pays, il y a très peu d'hommes et peu de femmes qui donnent leurs gamètes volontairement. Moi, j'ai dépassé l'âge, malheureusement. C'est bien d'en parler, du coup, que Marine Tondelier en parle. Elle devrait parler de l'Agence de biomédecine, mais on voit bien l'opération politique. Peut-être qu'il y a quelque chose de l'ordre de l'opération politique, mais quand elle évoque le fait pour une femme, tout d'un coup, d'avoir l'ascenseur hormonal, de se faire piquer. Oui, mais d'accord, mais quand elle parle d'elle, il y a peut-être plein de femmes qui, tout d'un coup, ne sont pas amoureuses de Marine Tondelier, qu'on dit, tiens, c'est peut-être la première fois que sur un plateau télé, dans un grand magazine, dans une grande interview, on parle de se piquer, d'avoir mais quelle grande femme politique est allée sur un plateau télé pour expliquer que tout d'un coup vous avez des nausées, que tout d'un coup vous retrouvez à vous piquer pour avoir plus d'hormones, que vous devez congeler éventuellement vos ovocytes, que votre compagnon a dû vous soutenir. Je veux dire, c'est quand même pas rien d'évoquer tout ça devant des milliers de personnes. Au moment où la loi est sortie, on en a malheureusement trop peu parlé, et je répète, moi je voudrais parler des moyens de l'Agence de biomédecine. Mathias Leboeuf, Gilles Platré, on va aller voir Marianne qui nous a appelé au standard. Moi je serais plus proche d'Alexandra. Je pense que forcément, elle en parle. Il y aura un impact sur sa vie politique et sur la façon dont elle va mener son action politique. Donc, il y a une information déjà à donner. 2, accessoirement, ça humanise aussi un peu le personnel politique, qu'on soit fan de Marine Tondelier ou pas. Ensuite, comme le disait Alexandra, il y a un vrai sujet derrière, donc et qui est un sujet lourd pour de nombreuses femmes, mais aussi pour de nombreux couples. C'est quoi le sujet? C'est quoi la question la difficulté à avoir un enfant, de passer par un parcours de PMA, de faire des FIV, de pas y arriver, d'abandonner les traitements et c'est d'une violence psychologique. Donc ça peut. Et puis c'est un véritable combat dans la vie d'une femme. Ça peut donner entre guillemets. Dans le couple, forcément. Parce qu'il faut quand même dire. Mais la réponse politique, la réponse politique, c'est quoi? Non, mais un couple. Mais elle le dit. La réponse politique, elle l'évoque dans l'entretien. Elle dit qu'il faut justement améliorer en matière de PMA certaines choses, de possibilité d'analyser les embryons un peu mieux, de rendre beaucoup plus large l'accès. C'est-à-dire que derrière, il y a aussi une pensée politique. Donc, je vais finir. Donc, elle le fait une fois, très bien. Après, attention à l'instrumentalisation politique. Si elle y revient et qu'elle en fait un storytelling, qu'elle feuilletonne, là, je trouve que ce sera effectivement problématique. Je suis d'accord avec Mathias. On oublie une chose, mais elle le dit d'ailleurs, c'est qu'une grossesse, ça se cache peu. Et qu'elle dit ça va se voir, donc je le dis. Pourquoi le cacher? Non mais pourquoi le cacher? Elle a bien raison de pas vouloir le cacher. Et moi je suis pas choqué du tout qu'elle l'annonce. Honnêtement, elle fait peut-être un beau coup politique. Franchement, ça va pas rattraper la déroute municipale, ça change rien. Je trouve que une naissance c'est toujours quelque chose de sympa. Donc quelle est la joie de l'annoncer à tout le monde? Moi, ça me choque pas. Voilà. Mais franchement, c'est-à-dire qu'aujourd'hui le corps de la femme est tellement les magazines, lycées, les réseaux sociaux, qu'une femme politique, quoi qu'on en pense, de premier plan, raconte avec beaucoup de précision, mais aussi beaucoup de pudeur, beaucoup de dignité, ce qu'elle a pu traverser. Il n'y a rien de réjouissant à dire qu'on a traversé une fausse couche, qu'aujourd'hui il y a un quotidien qui est pénible et qu'elle est affrontée en plus tout le chaos politique. Elle est juste à un moment donné, est-ce qu'on peut peut-être lui accorder au milieu, dans ce monde méchant de la politique, est-ce qu'on peut juste lui accorder qu'elle est vraiment heureuse de le dire? Et donc, Sud Radio lui adresse toutes ses félicitations. Et alors, je voudrais juste dire un truc, parce que on viendra donc la prochaine fois avec des petits dragées, des petits cadeaux. La politique, mais justement, la politique reprend le dessus, et je vais quand même dire que là, elle fait un pied de nez extraordinaire à une partie du spectre écologiste qui dit no kids, c'est-à-dire vous avez une partie du spectre écologiste qui dit pour sauver la planète, ne faites pas d'enfants. Et là, quelque part, elle donne une leçon de vie à tout le monde. Elle donne une leçon de vie, et je trouve ça très bien. Toutes nos félicitations. 0826 300 300. Bonjour Marianne. Bonjour Maxime, bonjour tout le monde. Vous allez bien ma chère Marianne? Oui, ça va.
Comment vous regardez l'intervention de Marine Tondelier? Est-ce que vous applaudissez dès demain? Est-ce que vous êtes un peu lassé que certains politiques utilisent leur vie privée? Ou vous, peut-être, pardonnez-moi de vous essentialiser, ma chère Marianne, mais en tant que femme, vous êtes dit, c'est pas mal quand même une représentante politique qui aborde ce sujet. On en est là, ouais. Je trouve que c'est une prise de parole importante. La FIV reste encore un sujet dont on parle trop peu en France, alors qu'elle concerne beaucoup de personnes. On a des parcours de vie différents. Et le fait qu'une personnalité, un responsable politique comme Marine Tondelier en parle ouvertement, ça permet de rendre le sujet un peu plus visible, plus humain aussi. Et vous, Marianne, par exemple, en tant que femme, je peux me permettre de vous demander votre âge, même si c'est pas conventionnel et poli. C'est pas grave, vous inquiétez pas, 42. Et donc vous, ça fait partie peut-être au bout d'un moment des choses que vous avez vues autour de vous, ou peut-être dans votre vie personnelle, des sujets que vous avez dû affronter. Oui, tout à fait. Et donc quand vous avez... C'est un combat c'est titanesque. Et donc ça vous a d'une certaine manière peut-être pas rassuré, mais soulagé de voir qu'une femme politique avec autant de pression, le poids des images, le poids politique, évoque peut-être, je sais pas, le stress hormonal, les piqûres, les traitements qui sont rarement quand même glorieux. La fatigue. Vous avez dit enfin. Alors, ce que je trouve pertinent, c'est que ce soit une personnalité publique. Alors, politique, ça amène un peu plus de crédibilité. On commence à avoir plusieurs personnalités qui en parlent, mais c'est vrai que c'est un sujet qui reste encore un tout petit peu tabou en France, où on ne trouve pas forcément une oreille attentive. C'est ce que disait Thierry Garrier tout à l'heure. Dans ma profession, ça a été très 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 compliqué de tout mettre en place parce que pour une PMA, il faut s'absenter, c'est très très compliqué pour une femme, vraiment. Et donc, c'est compliqué pour un homme aussi, mais c'est compliqué pour une femme. Aller faire ses piqûres dans les toilettes de votre entreprise, il y a beaucoup de trucs qui impactent. Mais ça c'est sûr. Merci beaucoup Marianne d'avoir été avec nous au 0826 300 300 et merci d'avoir parlé vrai pour aussi évoquer de votre côté ce que vous avez pu traverser. 0826 300 300. Autre sujet après une courte page de pub. Alors là c'est différent. Il n'est pas question de piqûre ni de grossesse. C'est Édouard Philippe. On verra peut-être au bout d'un moment la grossesse d'un projet présidentiel ou l'accouchement d'un projet présidentiel pour le maire du Havre. Dans une petite interview, il a dit Ralacouen, c'est les Français qui en ont marre de la politique. Mais est-ce que les Français en ont vraiment marre? Est-ce qu'après tout, ils ne sont pas passionnés de budget, des débats sur la sécurité, sur l'immigration, sur l'intégration, sur l'économie, sur les enfants? Tout est politique après tout dans ce pays. Est-ce que plutôt les Français n'en ont pas marre de quoi? Peut-être qu'ils en ont marre des représentants politiques. Est-ce qu'il a raison, Édouard Philippe, l'ancien Premier ministre, de dire que les Français en ont ras la couenne? Comment vous regardez ça? 0826 300 300, toujours en compagnie d'Alexandra Spinner, de Mathias Leboeuf, de Thierry Garrier et de Gilles Platré. Suite de la conversation, évidemment sur Sud Radio, dans une poignée de secondes. À tout de suite. Sud Radio. Sud Radio, le 10h midi, mettez-vous d'accord. Sur Sud Radio, on débat, on échange, on discute. Ça se passe au 0826 300 300, également sur le site sudradio.fr, l'application et les réseaux sociaux. Nos regards vont se tourner vers un candidat à la présidentielle. Son prénom Édouard, son nom Philippe. Il caracole dans les sondages, l'actuel maire du Havre. En tout cas, il est devant. Me regardez pas comme ça, Alexandra Spinner, comme si je sortais l'énormité du siècle. Oui, ça peut vous déplaire. Il caracole plutôt en tête pour le bloc central. Vous avez raison. Le fameux bloc central. Cette chose non identifiée. Il a parlé, Édouard Philippe, il parle peu, mais il a parlé hier. Pour revenir bien sûr sur son élection à la mairie du Havre, il a dit quoi? Il a dit les Français en ont ras la couenne. En réalité, il n'y a que les médias pour tout de suite, comme ça, avec des jumelles, s'intéresser à la présidentielle. Ils viennent de sortir d'une campagne municipale. Ras la couenne de la politique. Est-ce qu'il a raison, Édouard Philippe? 0826 300 300, Alexandra Spinner. Vous êtes remonté depuis tout à l'heure. Je vais dire ras la couenne, vous avez déjà envie de m'en mettre une. Donc allez-y. Non, mais je crois que les Français en ont ras la couenne, surtout des macronistes. Et donc, Édouard Philippe, il a largement contribué avec ses amis à ce que les Français soient dégoûtés de la politique avec son en même temps. C'est pas son candidat, ça on a bien vu. La voix de droite, c'est pas son candidat. Je rappelle quand même que monsieur Édouard Philippe, ce sont les Gilets jaunes, Fessenheim, c'est les 80 km/h, qu'est-ce qu'on avait d'autre? Notre-Dame-des-Landes, quand même. Notre-Dame-des-Landes. Enfin, je vous rappelle quand même que c'est l'échec absolu de laisser en ZAD. Elle avait déjà bien démarré avant Édouard Philippe, la ZAD. Certes, quelques affaires en cours au Havre. Moi,
Oui, Monsieur Édouard Philippe a largement contribué à ce que les Français en aient ras la couenne. Et celui qui parle beaucoup de présidentielle, c'est précisément Monsieur Édouard Philippe. Avec ses phrases sans sens. Ouais. Non, mais je veux dire, voilà. Évidemment que pour l'instant, les Français sont pas passionnés par la présidentielle. On sort de municipales. Je crois que ce qui préoccupe les Français, c'est leur voilà, comment vont-ils remplir, pardon d'être terre à terre, mais voilà, leur frigo, l'essence qui flambe, ça c'est un vrai sujet pour les Français. L'école pour leurs enfants, pas la présidentielle évidemment, mais ça veut pas forcément dire qu'ils en auront ras la couenne des politiques, parce que Gilles pourra en parler mieux que moi. Les Français adorent leur mère, par exemple. Ils sont très attachés à leur mère. Et on s'aperçoit quand même que quand les hommes politiques règlent les problèmes des Français, ils les aiment. 0826 300 300, est-ce que vous rejoignez Édouard Philippe qui dit les Français en ont ras la couenne de la politique? Non, peut-être qu'ils en ont ras la couenne des politiques, non? Mon cher Thierry Guerrier, comment vous regardez ça? Moi, je suis entré en politique il y a 3 mois, donc c'est vraiment très nouveau. Est-ce que vous en avez déjà ras la couenne? Première campagne, sûrement pas. Et première élection municipale, le terrain. Je vais vous dire, j'ai été d'abord formidablement accueilli parce que la campagne s'est vraiment très bien passée dans mon 18e arrondissement, à Paris, mais voilà. Et les gens, même nos adversaires, étaient bienveillants. Ce que nous disent les gens, c'est respectez-nous, écoutez-nous, faites avancer nos dossiers, occupez-vous de la propreté, occupez-vous de la drogue dans l'arrondissement, occupez-vous de ces rues qui sont monocolores, monochromes, mono-ethnie, et qui, comme Max Dormois chez moi, où on appelle ça l'Afghanistan, vous savez, tout le monde le dit, même la gauche le dit, le reconnaît, et dont on s'occupe pas. Voilà, les gens veulent qu'on s'occupe de leurs sujets concrets, c'est tout. Et moi, j'entends ça, et là, il n'y a pas de ras la couenne, c'est au contraire, allez-y, c'est bien de vous engager, mais faites quelque chose. Et moi, j'ai adoré le contact avec le public, et on reste, je suis dans l'opposition, mais moi, je vais travailler au service des électeurs en général, des citoyens en général, et des électeurs du 18e arrondissement, qu'ils aient voté pour moi ou pas d'ailleurs. Et que dit monsieur le maire, Édouard Philippe? Un autre maire. Entre maires, qu'est-ce que vous racontez? Il retrouve, je peux faire un mot d'humour peut-être, il retrouve déjà le goût du cochon, parce que la couenne, vous savez ce que c'est? C'est la peau du cochon. Lui qui avait fait retirer des mousses au chocolat parce qu'elles contenaient de la gélatine de porc dans les cantines du Havre, je me dis que voilà, tout espoir est pas perdu. Mais oui, moi je l'ai pas oublié cette affaire-là. Donc un maire totalement communautariste qui cède aux pressions qui sont exercées sur lui. Donc là, il retrouve les métaphores campagnards, donc très bien. Mais enfin, vous avez tout dit tout à l'heure. Je crois sincèrement pas que les Français soient dégoûtés de la politique. Ils ont au contraire de plus en plus envie d'avoir des politiques qui répondent à leurs besoins. Et c'est vrai que de ce côté-là, que sur le plan municipal, on a encore, je dis bien encore, quelques armes pour pouvoir y répondre concrètement. Mais ça n'enlève pas quand même à cette insatisfaction que nos concitoyens ont de ce que sur le plan national, plus personne ne les représente vraiment. Tous les partis plongent les uns comme les autres dans la pire des démagogies. C'est devenu une maladie qui touche toute la classe politique aujourd'hui. Donc Monsieur Philippe y a largement contribué. Son passage à Matignon a été catastrophique. Il est marqué dans le souvenir de nombreux Français, de millions, de dizaines de millions de Français, comme un souvenir cuisant. Et à partir de là, je pense qu'il est lui aussi dans un agenda. Vous voyez, on a critiqué Marine Tondelier en disant elle a un agenda présidentiel pour nous annoncer qu'elle est enceinte. Lui, il veut pas parler de présidentiel parce qu'il sent que c'est pas son moment à lui et qu'il reviendra un peu plus tard. Donc ça suffit à un moment donné. C'est plutôt à lui de s'interroger sur sa participation dans le désastre en cours. J'avais dit que j'étais pas gentil. Mathias Leboeuf. Oui, mais je crois que les Français, effectivement, en ont un peu ras la couenne de ce genre de formule démago. Et je trouve, et c'est assez curieux pour un homme politique qui vient d'être élu, de dire les Français en ont ras la couenne de la politique. Et ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que moi, je crois que les Français en ont ras la couenne de l'absence de politique, de l'absence de vision, de ces petits arrangements permanents avec on tripatouille, des choses comme ça, médiocres. Les fameuses tambouilles. Les fameuses tambouilles, et effectivement, en même temps, on fait un truc, on fait son contraire. Ça, les Français peuvent plus supporter. Et je crois que justement, les Français attendent de la politique, attendent de la grande politique, attendent une vision et du concret. On est de l'écoute finalement. Oui, finalement. Mais c'est peut-être qu'on va avoir un avis différent. Au hasard, au 0826 300 300. Bonjour Julien. Oui, bonjour. Comment ça va, mon cher Julien? Eh ben, ça va pas mal.
Pas mal seulement. Oh là, qu'est-ce qui se passe? Allongez-vous, Julien, dites-nous tout. Comment ça, pas mal? Ça va très bien. Non, je souscris totalement ce qui a été dit. Moi, je pense que les Français. Vous n'êtes pas un soutien d'Édouard Philippe, mince. Pas du tout. Les Français n'en ont pas marre de la politique, mais ils en ont marre de ces politiques. Moi, je vois Édouard Philippe, il a brillé par quoi? Les 80 km/h. Je pense que quand on est Premier ministre, on a d'autres choses à faire que de s'occuper de la vitesse sur les routes. Et notamment, on peut s'occuper de l'emploi, du pouvoir d'achat. Moi, il ne m'a pas laissé un très bon souvenir, Édouard Philippe. Et même depuis qu'il est parti de Matignon, vous ne le trouvez pas auréolé d'une certaine maturité, d'une certaine expérience? Parce que généralement, c'est quand ils quittent le pouvoir qu'ils ont plein de bonnes idées. Donc, Pas du tout, mais pour tout vous dire, moi je suis un peu désabusé, je réagis à ce qu'a dit tout à l'heure votre intervenant. Moi je suis maire de ma commune de 6000 habitants, élu assez largement. Réélu, donc félicitations. Élu, c'était ma première élection. Bravo. Double félicitations, Julien. Les gens, ce qu'ils attendent, c'est des résultats. Bien sûr. Exactement. De l'emploi, de l'environnement, du développement durable, du développement économique, parce que c'est central pour nos territoires. Et franchement, je pense qu'ils veulent des politiques qui agissent et pas qui s'occupent, j'ai envie de dire, de petites choses comme les 80 km/h. Ils veulent vraiment que les politiques agissent. Et je pense qu'ils veulent plus voir ni Édouard Philippe, ni toute cette caste de macronistes dont on a vu qu'ils ne servaient malheureusement pas les intérêts de la France. De l'ambition donc et du concret. Merci beaucoup Julien d'avoir été avec nous et belle journée. Alors je ne sais pas où vous êtes, il y a des alarmes partout. J'espère que c'est pas une alarme d'incendie qui s'est déclenchée parce que... C'est tout à fait ça. Impeccable. Allez vous mettre à l'abri. On n'emprunte pas l'ascenseur s'il vous plaît. Julien, on prend les escaliers très rapidement. Y compris d'atteindre les incendies. Oui, c'est ça. Bravo à lui. Mon courage, mon cher Julien. Merci beaucoup de nous avoir appelé au 0826 300 300. La dernière phrase de l'ami Julien à l'instant est quand même révélatrice de dire, et tous ces macronistes, c'est-à-dire que c'est Bruno Retailleau il y a 2-3 jours qui disait ça dans le Figaro, en parlant aussi d'Édouard Philippe, l'étiquette macroniste va totalement cramer le candidat à la présidentielle. D'un mot, vous êtes tous d'accord? Où est-ce qu'on arrête le macronisme? Parce que je crois qu'il y a encore des gens de la droite qui travaillent avec Macron en ce moment-là. Donc, mais peut-être que Bruno Retailleau est un macroniste qui s'ignore aussi. En tout cas, il a accepté de siéger dans les gouvernements. À un moment donné, il faut quand même remettre les choses en clair. Je ne dis pas qu'il est macroniste, mais il a accepté de travailler dans un contexte qui était présidé par Emmanuel Macron. Non mais attendez, moi c'est facile de dire au début du mandat, c'est pas bien, nous on a fait ce qu'on pouvait. Je suis désolé, beaucoup trop ont trempé par pusillanimité, par manque de courage dans cette déchéance française, parce que c'en est une, je vous assure que tous les indicateurs nous montrent bien que la France a perdu tout au long de ces années, et donc certains y ont participé à des degrés divers. Mais je pense que le macronisme, il est assez large quand même aujourd'hui. Mathias Leboeuf. Oui, moi je pense que le macronisme est un opportunisme donc politique permanent et que les Français ne le supportent plus. Et d'ailleurs, je vois un petit symptôme de l'amour des Français pour l'ancienne politique, sans faire de politique justement. Quand Lionel Jospin est mort, on a vu les Français n'ont pas de mémoire, mais... des témoignages de dire c'était encore une époque où les gens menaient une politique et de droite comme de gauche d'ailleurs, même si c'était des témoignages critiques. Vous allez voir que dans quelques années, on sera nostalgique de Nicolas Sarkozy alors que les Français l'ont détesté. Regardez François Hollande, on est déjà en train de le positionner comme le futur candidat à la présidentielle qui pourrait gagner. Donc peut-être que les Français n'ont pas de mémoire non plus. Thierry Guerrier sur ça, l'étiquette macroniste, forcément un boulet rouge pour 2027. Moi, ce qui m'intéresse, c'est demain. Et donc, je me demande comment on va être capable, avec un pays qui a quand même, je l'espère, au centre, un gros bloc de gens qui refusent l'extrême, qui refusent le positionnement extrémiste de la violence politique, de la haine politique, d'images qu'on a vues dimanche soir dans certaines mairies. Est-ce que je peux finir? Bien sûr. C'est un bloc qui est pris entre ces deux extrêmes, c'est ça que je veux dire. Et que ce bloc-là, j'espère qu'il ne va pas se diviser et qu'il va permettre l'émergence de candidats. Alexandre deux lignes, Thierry, pas tous en même temps. Alexandre Aspinall, je dis juste que j'espère qu'il va émerger quelque chose. Si vous voulez, il faut prendre plus de temps pour faire le bilan du macronisme. Moi, je pense juste, je vais faire une petite note. Je suis cohérent avec moi-même. Je pense qu'il y a du très mauvais et du très bon dans le bilan du président de la République. Et je vois un personnage qui, aujourd'hui, sur la scène internationale, fait honneur à la France. D'ailleurs, il a pris 5 points dans les sondages. Alexandre Aspinall, mot de la fin. C'est trop facile de taper comme ça, sans faire un bilan un peu plus solide. Il y a des très mauvaises choses. Le macronisme, pour moi, c'est la corruption morale.
Ben oui, je suis désolée. Tout le monde, vous vous plaignez, Thierry. Non, ça n'est pas caricatural. Vous vous plaignez des extrémismes. Vous vous plaignez des extrémismes. Mais qui a fait monter l'extrémisme dans notre pays? C'est Macron, parce qu'il n'y a plus de gauche républicaine, il n'y a plus de droite républicaine. Tout le monde s'est tout le monde finalement a été séduit par. A voulu prendre sa part du gâteau. Voilà, absolument. Et donc les électeurs ne s'y retrouvent plus. Moi, je crois que heureusement, la page du macronisme se tourne enfin. Donc, arrêtons avec ce mot qui est une espèce de fourre-tout. Le centre, le bloc central, ça ne veut rien dire. Il y a la droite et on aura l'occasion d'en discuter à l'occasion de la préparation de 2027. Dans un instant, dans la dernière demi-heure, vos coups de cœur et vos coups de gueule, 0826 300 300 si vous voulez réagir. Et nous, on va continuer à se disputer. Bien sûr, de façon républicaine autour de cette table. Alexandra Spinner que vous venez d'entendre, Mathias Leboeuf, Thierry Guerrier, Gilles Platré. Pour la fin de Mettez-vous d'accord, à tout de suite. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio, le 10h midi, Mettez-vous d'accord. Et ça discute, ça parle, ça échange, ça débat. Et qu'est-ce que ça provoque tout ça? La petite fin, ça tombe bien, il est 11h35. Et c'est à moi de vous rappeler, amis auditeurs, qu'à l'approche de Pâques, Sud Radio vous offre des chocolats Jeff de Bruges avec toute cette semaine des ballotins de 500 grammes. Donc attention à l'intoxication parce que cette quantité de chocolat ingurgité, ça peut arriver beaucoup plus vite que prévu. Pour tenter votre chance, c'est très simple. Vous participez aux émissions, vous nous passez un coup de fil 0826 300 300 et vous avez ce merveilleux ballotin de chocolat. Alors je l'ai sous les yeux. Alors outre ma tentation d'en prendre quelques-uns, il y a de tout. Je vois il y a de la petite poule en chocolat, il y a des petites cloches de Pâques, il y a des petits poissons, il y a de tout. Donc en plus d'être très bon, c'est très beau. Et ça, c'est extraordinaire. C'est la beauté de Sud Radio. 0826 300 300. Votre ballotin de chocolat, ça fait 500 grammes. C'est merveilleux. Vous nous passez un coup de fil. Et avant Pâques, bim, la livraison à domicile parce qu'on fait tout en fait, voilà, et on vous aime et vous nous aimez, c'est comme ça. 0826 300 300, les chocolats Jeff de Bruges, 500 grammes, c'est chez vous, amis auditeurs. Et puis, qu'est-ce qu'on fait après le chocolat? C'est bien sympathique, on a ouvert la boîte, on en a mangé quelques-uns. Oui, c'est ça. On articule, on évite les gargarismes quand même, merci. Et c'est l'heure des coups de cœur et des coups de gueule avec vous, Gilles, Alexandra, Thierry, Mathias. Qui veut commencer? Je vois un petit coup de cœur. J'ai envie du coup de cœur, Thierry Guerrier, pour ouvrir ce coup de cœur, parce que je sens que ça va en plus provoquer un peu de débat, ça m'amuse. Oui, bien sûr, parce que ça concerne une ancienne candidate à la mairie de Paris. Oui, et qui est aujourd'hui élue et qui est présidente de notre groupe, le groupe Paris Liberté, au Conseil de Paris, groupe d'opposition de droite et du centre. Voilà, je rends hommage à celle qui, en l'occurrence, m'a permis il y a 3 mois d'entrer en politique, Rachida Dati, dont je considère qu'elle a été très très maltraitée après son échec. Elle tirera les leçons, mais la façon dont elle a été huée à la sortie et dont elle est éminemment respectable. Elle a fait une campagne qui devra être débriefée. En effet, il faudra analyser les raisons de cet échec. Et elles sont multiples. Le vrai sujet, c'est l'avenir de Paris. On a demandé hier, le groupe Paris Liberté, à Emmanuel Grégoire, d'ouvrir une mission d'information et d'évaluation avec l'opposition autour de la question du périscolaire, qui est le sujet d'urgence. Il a déjà reçu hier le nouveau maire de Paris des familles concernées. C'est déjà un premier geste. Après, nous, on voudrait aller plus loin. On voudrait être sûr que des mesures vont être prises pour identifier là où est le problème, dans le recrutement notamment, modifier les procédures et puis sanctionner quand c'est nécessaire, évidemment, et tout donner à la justice et ne pas laisser des gens qui ont été responsables de ce qui s'est passé. Il y a des viols d'enfants de 3 ans tout de même, hein, et malheureusement ça continue. On a encore eu des signalements il y a quelques jours. Il faut qu'on en sorte. Cette demande, par exemple, voilà, on est déjà dans les dossiers, on poursuit, et je voulais juste avoir ce petit coup de cœur pour elle, par loyauté. Et on avait vendredi dernier Pierre-Yves Bournazel qui était là, qui avait en effet adversaire de Rachida Dati, qui a fusionné sans fusionner en se retirant de la liste. Bref, on va pas refaire ici le combat. Oui, on peut le dire comme ça. Il a pris ses responsabilités. Rachida Dati a dit notamment que c'était une campagne extrêmement violente et délétère. C'est un peu, j'imagine, qu'elle a contribué à aggraver. Quand on voit le débat et la nature des attaques de Rachida Dati, notamment contre Emmanuel Grégoire, on ne peut pas dire que Rachida Dati soit vraiment la personne qui a pacifié les débats politiques sur l'élection municipale. Pour le coup, il y a quand même une sorte d'ironie à relever la violence de la politique quand soi-même on hystérise en permanence. Au passage, elle est connue
pour envoyer des textos particulièrement violents en permanence à tout le personnel politique qui n'est pas d'accord avec elle. On promet de cramer votre chien comme un kebab, c'est violent, oh là là. Non, mais il y a Emmanuel Grégoire, d'ailleurs, on a parlé, c'est un secret de Polichinelle. Donc voilà, moi je comprends que Thierry rende hommage à Rachida Dati personnellement, puisque elle lui a mis le pied à l'étrier en politique, et tu as raison de le faire, c'est élégant. Après, elle a quand même pris une sacrée claque, c'est un échec personnel, et je pense que sa personne est en cause, et surtout, pardon, mais moi j'ai eu l'impression que Rachida Dati, elle était sûre d'être élue, et que du coup elle avait un programme quand même assez faible, il y a un manque de vision, là c'est pareil, et elle était tellement assurée. Je peux pas laisser dire ça, on avait un programme qui était très précis, je viens d'en citer un premier sujet, qui est considérable, sur lequel évidemment plus personne ne parle. On va pas refaire la campagne, comme vous l'avez dit, c'est fait mot d'Alexandra Spinner, et coup suivant. Non, moi parlons du concret, parlons du périscolaire. Mais bien sûr, on aura l'occasion d'y revenir. Tout le monde se défile là. Non. Sur le périscolaire, Emmanuel Grégoire, on passe autre sujet, les enfants, autre sujet aussi. Les mots d'Alexandra Spinner, on passe. On a tous vu le sujet sur l'école Saint-Dominique dans le 7e, et on a tous été bouleversés par le témoignage de cette maman, je crois. Moi, je salue la loyauté en politique, c'est suffisamment rare pour s'en réjouir. Maintenant, oui, je trouve ça formidable, moi, de dire merci à ceux qui vous ont permis d'être élus. Vraiment, je trouve que c'est un coup de cœur qui fait plaisir. Eh bien, on passe du coup de cœur au coup de gueule avec vous, Alexandra, parce que vous voulez passer un vrai coup de gueule sur ce qui s'est passé du côté de Fresnes, avec le saccage de la mairie et les 9 personnes qui ont été interpellées il y a quelques heures. Oui, donc la mairie a été attaquée au mortier d'artifice, et pillée avant le conseil municipal par une quinzaine de jeunes. 9 adolescents ont été interpellés, 4 sont actuellement recherchés. Et je trouve qu'il y a quelque chose d'absolument effrayant dans ce contexte post-élection. Une élection, c'est une confrontation démocratique pour trancher les options proposées. Vous parliez de programme à l'instant. Mais il semble quand même que ces municipales aient abouti à quelque chose de totalement différent. On a vu des maires, j'ai vu des amis battus dans les urnes, vilipendés, menacés, certains placés sous protection policière. Cette mairie de Fresnes qui a été attaquée dans la nuit. Il y a une violence réelle qui se fond avec la violence des symboles. Et je trouve que, sans prendre aux élus, aux bâtiments municipaux, c'est exprimer une volonté de détruire ce qui nous unit, détruire la démocratie. On a eu un précédent avec Vincent Jeanbrun, souvenez-vous, quand son domicile, à la Haye-les-Roses, où son domicile avait été incendié, sa femme avait été blessée, enfin c'était tout à fait effrayant. Et je trouve que c'est quelque chose qui témoigne d'une vraie fracture française, et alors le mot va faire débat, mais d'une espèce d'archépilisation. Plus que jamais, les maires, j'ai lancé quelque chose, ont une responsabilité, celle de maintenir ce qui reste de cohésion, en fait, dans notre République. Et ça passe aussi par une politique pénale sévère. On va voir à quoi seront condamnés ces jeunes. Et envers ceux qui portent une responsabilité terrible dans cette violence. Donc j'attends une réponse pénale assez symbolique. Gilles Cattré, comment le maire réagit à ce que, en effet, Alexandra vient de décrire, des images qui ont fait le tour de la France et qui ont choqué beaucoup. Terrible. Bien sûr, mais vous savez, on est en train de revivre grosso modo ce qu'on a vécu en juin 2023, lorsque les bâtiments publics ont été, à la suite de ce qu'on a appelé l'affaire Naël, ont été pris pour cible. Des mairies avaient été saccagées, des salles des fêtes brûlées, des bibliothèques incendiées, et il y a quand même de plus en plus, je pense, dans notre pays, une facilité, c'est plus qu'une facilité, je crois que c'est une volonté de s'en prendre à ce qui représente la puissance publique, ce qui représente la République, ce qui représente la France. Et l'attaque d'une mairie, même si l'enquête permettra sans doute de défricher les responsabilités croisées, l'attaque d'une mairie, c'est un symbole qui est on ne peut plus puissant. Vous avez cité tout à l'heure, et mon cœur de Saône-et-Loirien a vibré, les mots de Lamartine sur le drapeau tricolore à l'hôtel de ville de Paris. C'est ainsi qu'il repousse l'émeute, en installant le drapeau tricolore pour la République française, et il protège aussi, ce faisant, l'hôtel de ville de l'émeute et du saccage. Et je crois
qu'il y a là quelque chose de très fort. Notre pays vit autour de ces dizaines de milliers de clochers et autour de ces mairies. Les clochers sont pour beaucoup désaffectés, faute de prêtres pour y dire l'office, mais les mairies restent vivantes. Elles sont donc encore le trait commun de toute la population. Et un rempart, c'est un rempart. Mais vous voyez où on en est. C'est-à-dire qu'on est en train de protéger nos remparts à l'intérieur du territoire national qui devrait être protecteur pour tout. On devrait se protéger de l'extérieur, on est en train de se protéger à l'intérieur. Et là, il y a un renversement absolument incroyable. Et je crois que ce symbole-là est absolument terrible. Et j'ai peur qu'il ne soit pas un fait isolé et qu'on retrouve demain, à l'occasion d'une émotion populaire quelle qu'elle soit, des actes aussi répréhensibles que ceci. Donc j'appelle évidemment, comme vous venez de le faire, à toute la fermeté judiciaire, mais je me dis que le mal est très profond et qu'aujourd'hui on challenge la République dans son cœur même et que, hélas, faute de réponse politique forte, et on en revient au débat de 2027, faute de réponse politique forte, on continuera à subir ces assauts. Mathias Leboeuf et Thierry Garrier. Oui, je partage tout ce qui vient d'être dit également. Ces saccages sont inadmissibles et c'est effectivement le terrain même de la République dans ce qu'il a de plus incarné qui est mis à mal. Et moi j'ajouterais, donc il y a ce saccage à Fresnes, mais il y a les sifflets, les huées des maires qui ont été qui partaient. C'est scandaleux. Il n'y a aucune tolérance à avoir. C'est non seulement scandaleux, mais c'est extrêmement dangereux de voir encore une fois que derrière ces comportements, c'est encore la République, l'esprit républicain qui est entamé, quoi. Dernier mot, Thierry Garrier. Pourquoi il faut dire les choses. Ce sont les mêmes, les jeunes, qui n'acceptent pas le verdict des urnes, le choix du peuple souverain, y compris de donner la parole ou le pouvoir à nouveau municipal à leurs adversaires. Ils ne l'acceptent pas. Qui sont ceux en démocratie qui n'acceptent pas la sanction des urnes? Des fachos. Des fachos de gauche, des fachos de droite, c'est la même chose. C'est des gens qui se comportent de la même façon. Et ceux qui les ont... Pas des fachos, mais en tout cas des factieux. Oui, des factieux, ça amène très vite à une forme de néofascisme aujourd'hui, qui est de refuser la démocratie, la capacité à l'alternance. Et ceux qui les excitent, en essayant de communautariser notre nation, se trompent et se déshonorent en poussant non seulement à cette violence-là, mais aussi à la violence verbale de la sortie, Alexandra le disait, de ses amis, mais à la sortie d'élus qu'on sort manu militari, qu'on insulte parce que tout d'un coup ils ont perdu à leur tour. Non, on les respecte, aussi. Je suis pas sûr qu'il y avait que des jeunes qui sifflaient. On aura l'occasion, j'imagine, de revenir sur les 9 personnes interpellées. Suite des coups de cœur et des coups de gueule jusqu'à midi, avec notamment toujours de la politique. On a beaucoup parlé des maires, de ceux qui enlèvent leur drapeau, mais il y a aussi ceux qui enlèvent leur écharpe. Ça fait beaucoup réagir l'ami Gilles Platré qui est avec nous. On en parle dans une poignée de secondes. À tout de suite. Sud Radio, le 10h midi, mettez-vous d'accord. Dernière ligne droite pour votre rendez-vous quotidien sur Sud Radio. Mettez-vous d'accord entre 10h et midi. Dernière ligne droite avec un coup de gueule, notamment celui de Gilles Platré qui, si certains maires ont fait polémique en retirant des drapeaux, il y a ceux qui retirent des écharpes. Et alors, la petite colère de Gilles, on l'a senti ce matin en arrivant dans le studio. Ouais, non, mais merci de me montrer que je suis très expressif. Mais là, j'ai franchement été choqué par les vidéos qui ont traversé la Méditerranée, qui nous sont arrivées de Bastia. Puisque Gilles Simeoni a gagné de peu, d'ailleurs, mais enfin il a gagné les élections municipales à Bastia. Et il a été élu, comme c'est logique, tête de liste, sa majorité l'a élu maire de cette magnifique ville de Bastia, qui nous accueille lorsqu'on traverse la Méditerranée en bateau. Et on lui a ceint l'écharpe. La présidente de séance, doyenne de l'Assemblée, lui a posé l'écharpe, avec difficulté d'ailleurs, mais elle lui a posé. Et immédiatement, il a retiré l'écharpe. Et 10 de ses 12 adjoints ont carrément refusé ce jour-là de la porter. Alors il s'en est expliqué dans le discours qu'il a tenu en disant parce qu'il avait déjà été maire en 2014 et il retrouve son siège de maire de Bastia en disant que en 2014 il l'avait porté comme un signe de réconciliation, mais que désormais c'est terminé et que la retirer immédiatement c'est un avertissement à la République française pour qu'elle aille dans le sens d'une autonomie débridée pour l'île. Moi je crois, si vous voulez, qu'à un moment donné on a le droit d'avoir les combats politiques qu'on veut, on a le droit de souhaiter que la Corse puisse s'auto-administrer. Je suis trop jacobin pour souhaiter que ça aille trop loin, bien évidemment, mais je me dis simplement une chose, il faut arrêter de vouloir tout et son contraire. Les élections municipales ont été organisées par la République française. Les maires sont les représentants de la République française. Dans plein d'actions, lorsqu'ils président une cérémonie patriotique, lorsqu'ils marient,
Et ça, c'est déjà la première des choses. Dans des moments solennels, lorsqu'il doit, par exemple, disperser, on en a le pouvoir, un attroupement, on peut ceindre l'écharpe tricolore à ce moment-là. Donc on voit bien qu'en réalité, cet homme, ce personnage très influent, à la veille d'une discussion qui va reprendre sur le statut de l'autonomie de la Corse, est en train de bafouer le symbole républicain. Je finirai en disant la chose suivante. La semaine dernière, je vous ai expliqué pourquoi j'avais, avec l'accord d'ailleurs et le soutien du juge administratif, réussi à interdire un symbole religieux au sein du conseil municipal de Châlons. J'avais cité pour ça, et c'est d'ailleurs là-dessus que le juge nous a donné raison, une loi de décembre de l'année dernière qui pose le statut de l'élu local. C'est la première fois que le législateur s'est posé sur le statut. On a beaucoup parlé. Mais que dit cette loi? Parce qu'on va aller jusqu'au bout, c'est pas que le voile. Que dit cette loi? La loi dit l'élu local doit respecter la devise de la République, liberté, égalité, fraternité, doit respecter la laïcité, c'est là-dessus qu'on peut interdire les voiles et autres signes religieux dans les conseils municipaux, doit respecter les symboles de la République. Donc l'écharpe tricolore, le drapeau tricolore sont des symboles de la République. Donc on peut effectivement s'interroger, savoir si on a le droit de retirer ou pas un drapeau européen ou ukrainien du fronton d'une mairie. Mais on n'a pas le droit de retirer l'écharpe tricolore. Ça, c'est interdit dans la République française, c'est interdit politiquement, c'est interdit légalement, c'est interdit moralement. Et je suis choqué, je le dis bien, on a beaucoup parlé de ce qui s'est passé dans la ceinture rouge ou woke de Paris, avec les scènes de désordre sans nom qu'on a vues, mais je suis moins choqué de ce qui s'est passé à Bastia, et je trouve que c'est une offense faite à la République française. Qu'en pense le nouvel élu Thierry Guerrier? Moi, je me dis là encore, parce que du coup, j'apprends à être politique, et donc qu'est-ce qu'ils ont derrière la tête? Et je me demande ce que Monsieur Simeoni a derrière la tête. Je pense qu'il y a des élections régionales bientôt, dans un an peut-être, etc., un peu plus. Bon il y a des élections régionales et l'indépendantisme à la sauce Simeoni perd peut-être du terrain. Donc il est obligé de se radicaliser. Il fait son Mélenchon corse. Moi, j'ai des tas d'amis en Corse. J'adore cette île, son particularisme, sa culture que je respecte éminemment. Je comprends leur volonté d'être respectée, mais je suis français républicain et je pense que Bastia est en France et voilà, et il essaye, à mon sens, il y a un calcul politique derrière qui est d'essayer de marquer sa présence en vue d'un combat entre autonomistes, indépendantistes différents, la droite, la gauche, etc. Peut-être qu'il perd du terrain et qu'il essaye de le regagner. C'est dommage parce que je pense que ceux qui se comportent avec cette forme de violence et de crachat à l'égard des symboles de la République le payent toujours et ils ne gagnent pas dans les urnes. Alexandra. Bon, moi je partage le coup de gueule de Gilles, évidemment. On peut pas se défaire de son écharpe tricolore alors qu'on vient d'être élu. Maintenant, j'espère que tout ça va être réglé par la réforme constitutionnelle sur le statut d'autonomie de la Corse et qu'on pourra enfin tourner la page de ce débat. Avec respect pour les Corses et les... Avec grand respect que j'aime beaucoup et j'adore ce pays qui est magnifique. Oui, moi pareil, je partage tout ce qui vient d'être dit et les coups de gueule de Gilles. Cette écharpe tricolore, elle représente les valeurs de la République, c'est-à-dire la liberté, l'égalité, la fraternité. Donc je trouve dommageable qu'on en fasse fi. On pourrait ajouter également, comme l'a évoqué Gilles, laïcité avec les signes religieux, mais alors... Tous les signes religieux. Exactement, tous les signes religieux, y compris les crèches, tous les signes religieux, je suis d'accord avec toi. Y compris les crèches, et souvent, la droite sur les crèches a des tolérances un peu géométrie variable. Et quand on a des principes, la justice a reconnu, des beaux principes, faut être inflexible. La justice a reconnu que si on était dans un milieu culturel avec les santons et autres, ça n'était pas une référence religieuse. Moi, on ne reprend pas les débats sur les crèches ici, comme vous l'avez remarqué, c'est en plus un débat légèrement passé d'âge, bien que pas qu'approche. Mon cher Mathias Leboeuf, vous avez la parole, vous terminez avec un coup de gueule, et ça concerne un certain président américain. Ouais, on part aux États-Unis, et un petit coup de gueule, parce qu'on vit quand même une époque formidable. Le 26 mars, Donald Trump a signé un nouvel ordre exécutif, un décret, qui demande aux entreprises travaillant avec l'État fédéral d'abandonner les politiques DEI. Alors DEI, c'est pas Dieu en latin, c'est diversité, équité, inclusion. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que très concrètement, les contrats qui sont faits par des sous-traitants qui travaillent avec l'État fédéral devront désormais stipuler qu'il n'y a pas de pratiques DEI qui sont jugées discriminatoires. C'est quand même un renversement assez, ironique, sous peine de suspension et de résiliation de ces contrats. Alors effectivement, ce décret prolonge une campagne de l'administration Trump contre
tout ce qui est jugé assimilé à du wokisme. Mais au passage, on n'est pas sur du wokisme, on est vraiment sur de la diversité, de l'égalité, de l'inclusion, ce qu'on a appelé notamment la discrimination positive. Et les réactions aux États-Unis sont très fortes, puisque certains y voient un recul assez rétrograde des droits civiques, un recul aux années 50 et vraiment une régression très forte des libertés individuelles. Petite dernière chose, il y a un impact sur les entreprises françaises puisque ce décret est international et que les contrats qui sont passés par les entreprises françaises avec le gouvernement fédéral américain seront également impactés. Touché. Et les entreprises françaises devront elles-mêmes stipulées qu'elles n'ont pas de politique. Mais rappelez-vous que même le ministre de l'économie, à un moment, avait réagi en disant que c'était une forme d'ingérence que de sélectionner. J'allais dire, le ministre de l'économie a réagi très fermement, le MEDEF également, et voilà, on est vraiment dans une pression, idéologique très forte. Et c'est ce qui se passe parfois quand la grosse bête veut manger la petite. Merci beaucoup d'avoir été avec nous, Alexandra Spinner, enseignante et déléguée spéciale en charge du décrochage scolaire à la région Île-de-France, Mathias Leboeuf, journaliste, philosophe et auteur du petit traité de la lenteur à l'usage des gens pressés. Voyons, Thierry Guerrier, conseiller de Paris, et Gilles Platré, maire de Chalon-sur-Saône. Bonjour, monsieur Perico-Légas. Oui, je vais vous la faire très rapide, Maxime, puisque je vais faire une transition avec l'écharpe tricolore. Oula. Elle ne convainc pas les femmes victimes de violences conjugales par rapport au traitement que la justice française par rapport à l'espagnol traite, et elle ne convainc pas certains juifs de France qui, malgré tout, continuent à fuir en Israël. Voilà, je rapproche le micro, vous m'entendrez mieux, même si j'ai la voix qui porte. Et puis nous aurons le témoignage de Fariba Astrodi qui nous raconte la vie des Iraniens sous la guerre. Les avis de certains Iraniens sont pas aussi clairs que ce que les médias sur les plateaux de télé nous expliquent tous les jours sur les chaînes amies. La France dans tous ses états, c'est entre midi et 14h. Perico-Légas, Maud Koffler. Très bel après-midi sur Sud Radio. Sud Radio. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Certaines personnes ont parfois l'impression d'avoir des